Merci beaucoup, Sylvain. Eh bien, on va commencer sans trop attendre la première table ronde sur les biais culturalistes, comme l'a dit Sylvain Mathieu. Peut-être avant de commencer, évidemment, on ne va pas faire un tour de table parce qu'on est un peu nombreux, même s'il y a eu beaucoup de désistements, on aurait dû être encore plus nombreux. Je ne sais pas trop où on se serait installé, mais enfin... je vous propose peut-être, on se posait la question d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps. Alors, je ne vais pas vous demander chacun à votre tour de dire où vous venez, mais quelles sont les régions représentées? Est-ce que beaucoup de gens viennent de Provence-Alpes-Côte d'Azur? Oui. Levez la main. Marseille, Nice. Marseille, Nice, ouais, c'est. Et de l'Île-de-France? Ah ouais, d'accord. Ok. De Corse? D'accord. Ok. C'était une petite blague. De Bourgogne-Franche-Comté? Des Hauts-de-France? Ah oui, vous êtes tout seul des Hauts-de-France, Monsieur Planck. Ah pardon, excusez-moi. L'Occitanie, vous l'avez dit. Toulouse, Montpellier, oui, Monsieur Monin. D'accord. Je crois que je... Ah, les Pays de la Loire. Pays de la Loire. La Normandie, on n'a pas trop de bidonvilles là-bas. La Bretagne, je crois qu'on n'en a pas trop. Ce serait une nouveauté. Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr. Nos amis d'Annecy. Et le Grand Est, normalement, il n'y en a plus, mais... Non? Il y en a un petit à Strasbourg. Ok. Et sur la médiation scolaire, on a beaucoup de gens qui travaillent sur la médiation scolaire. Ah, quand même, Jean-Paul. Sur le logement. L'emploi. Ah ouais, d'accord. Et la santé? Ok. Et il y a des généralistes qui font tout? Ok. Bon, c'est intéressant. Bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous demander depuis combien de temps vous travaillez sur le sujet. Je veux aussi, Sylvain l'a souligné, il y a l'équipe de la Dial qui travaille sur ce sujet à la Dial. Laure, que vous connaissez sans doute, Laure Dubu, qui est chef de projet résorption. Jean-Paul Bachelot, qui est le conseiller éducation droit de l'enfant, qui suit le programme de médiation scolaire. Salomé, qui travaille sur la plateforme. Salomé Martin-Darras. Mathieu Chaplon, qui est en stage avec nous jusqu'au début avril, qui est un administrateur de l'État, qui va nous aider peut-être à penser la nouvelle étape sur la résorption des bidonvilles. Certains d'entre vous l'ont déjà eu au téléphone. Et puis Adria est également avec nous, et Mathieu comme stagiaire jusqu'à l'été. Je ne les vois pas, mais vous les avez peut-être vus à l'accueil. Voilà, après ce petit moment pour voir un petit peu d'où on vient, je vais passer à la première table ronde et passer la parole tout de suite à Adèle Sutre. Vous la connaissez pour certains, elle était le 28 juin à l'atelier sur l'antiziganisme, merci Sylvain, qu'on a organisé ici même. Et son intervention a été vraiment très très appréciée et très intéressante. Et on lui a proposé ce matin de venir prolonger son travail et déconstruire justement ce biais culturaliste et voir comment dans l'histoire ça a pu se construire. Vous avez la parole, je vous en prie. Merci. Vous avez une trentaine de minutes. Oui, d'accord. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous et de pouvoir apporter un éclairage, enfin autant que je peux le faire à partir de mes recherches. Donc aujourd'hui, ma communication, elle a pour objet de vous montrer comment est-ce que l'analyse historique peut éclairer des enjeux contemporains et aider aussi à déconstruire les représentations attachées aux populations roms. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire quelques petites précisions des termes utilisés, du vocabulaire, etc. Même si je pense qu'il y a des choses qui vous sont déjà très familières, mais peut-être d'autres moins. Et ça nous permettra aussi d'aborder justement la question des biais culturalistes qui était la demande pour cette communication. Quand je parlerai de Rome, et donc là le sujet que je vais aborder aujourd'hui, j'entends en fait les populations qui appartiennent à un ensemble
qu'on appelle souvent, en tout cas en France, on continue à utiliser le terme tzigane, et qui se singularisent, ces populations roms, par un ancrage historique et géographique ancien dans certains espaces européens, notamment les territoires d'Europe centrale et orientale, mais aussi de Russie, et puis de ce qui était l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Grèce actuelle, les Balkans, etc., toute cette région-là. Le terme tzigane, en fait, pourquoi est-ce qu'il continue à être utilisé? C'est parce que il est utile dans le sens où il permet de désigner un ensemble multiforme de populations dispersées à travers le monde, même si son utilisation ne doit pas laisser penser que justement il existerait un vaste ensemble, une population tzigane à travers le monde qui serait unie par des caractéristiques sociales, culturelles ou anthropologiques qui seraient immuables dans le temps et dans l'espace et que tous seraient pareils. Cette idée d'une unité tzigane, c'est-à-dire qu'il existe un peuple homogène malgré sa dispersion spatiale, c'est une construction sociale, historique, une construction savante aussi et politique. Et je vais aborder, ce ne sera pas le cœur de mon intervention, mais par petites bribes, en fait, les éléments de cette construction, et on pourra revenir dessus si vous avez des questions. Pourquoi est-ce que c'est une construction? Parce que si vous regardez, par exemple, des gitans espagnols, des roms roumains, des roms finlandais ou argentins, des manouches d'Auvergne, des gypsies anglais, des sintais allemands, et on peut multiplier les noms, c'est juste pour citer quelques exemples, on se demande un petit peu ce qu'ils peuvent avoir de commun les uns avec les autres. Et à ce moment-là aussi, quelle pertinence il y a à considérer un peuple comme le peuple tzigane, parmi lesquels il y aurait des Roms. Dans un contexte de valorisation intellectuelle du droit des minorités et du cosmopolitisme, la question de l'identité, elle a tendance à prendre le pas sur l'analyse historique. Et quand cette question de l'identité qui donne lieu à une analyse culturaliste prend le pas sur l'analyse historique, on voit deux approches qui sont différentes, même plutôt opposées, et qui sont pas dépourvues d'ambiguïté. La première approche, c'est l'approche essentialiste, qui considère donc que les Tziganes seraient un peuple uni dans la dispersion par des traits culturels communs, qu'il s'agisse de l'origine géographique, de la langue, de coutumes, etc. Et l'anti-tsiganisme, c'est un des symptômes justement de ce processus d'essentialisation des populations tziganes, puisque l'une de ses particularités, c'est qu'il vise une population dont il a lui-même dessiné les contours sur le temps long, dans un mouvement transnational européen, mais qui même déborde du cadre de l'Europe. Et c'est-à-dire qu'en fait, pour combattre dans le cadre de l'anti-tsiganisme ce qu'on appelle les tziganes, il a bien fallu les inventer, c'est-à-dire construire cette catégorie qui rassemble des communautés diverses. Donc ça, c'est la vision essentialiste et ce à quoi elle peut conduire. Et puis, de l'autre côté, quand on va vraiment au bout du raisonnement, c'est la vision constructiviste, c'est-à-dire qui ne considère pas les tziganes comme un peuple, mais finalement qui se dit que c'est plutôt une population au contour flou, dont la seule réalité serait issue des stéréotypes qui lui sont appliqués, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques, mais qui en fait concerneraient des populations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Cette approche culturaliste, elle conduit aussi à une déterritorialisation des groupes, c'est-à-dire au fait de considérer que ces populations sont complètement déconnectées des territoires dans lesquels elles vivent, qu'elles ne sont jamais de l'endroit où on les voit, alors même qu'on est face à des populations qui sont ancrées dans des lieux, souvent depuis plusieurs générations, et c'est ce que l'analyse historique peut apporter. Souvent, la mention d'une origine lointaine, et en l'occurrence de l'origine indienne, vient renforcer l'approche essentialiste. Elle est utilisée, en fait, la question des origines est utilisée pour renforcer cette approche-là. Donc, je vous ai mis en fait des cartes qui viennent d'un atlas que vous connaissez peut-être, l'Atlas des Tziganes de Samuel de Lépine. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ouvrage qui a été réédité en 2016 et qui donc un peu actualisé, il date de 2012 et qui est assez éclairant sur qui apporte plein de sujets différents à travers des cartes. Et donc c'est juste pour vous donner un petit peu une idée des thèses qui existent quant à l'origine indienne. Si on simplifie un petit peu, cette idée-là de l'origine indienne, et les théories qui existent postulent qu'un groupe plutôt homogène et compact se serait déplacé de manière linéaire d'un point A à un point B, en conservant des caractéristiques sociales, culturelles et anthropologiques communes, et qu'ensuite la diversité s'expliquerait par la dispersion spatiale et des trajectoires historiques diverses. La recherche actuelle en linguistique, elle apporte des informations qui sont passionnantes et qui nous donnent justement des clés de lecture
Et là, je crois qu'il y a un chantier qui est encore vraiment juste, qui n'en est qu'à ses débuts, de travail des linguistes avec les historiens, puisqu'il y a des recherches linguistiques qui sont très développées, et de l'autre côté, du point de vue de l'histoire, on a encore très peu d'éléments justement pour corroborer les hypothèses qui sont faites sur cette origine indienne. Ce qui m'intéresse là aujourd'hui pour notre sujet, c'est que en fait, donc quelle que soit la position qu'on adopte sur les différentes hypothèses qui sont faites, la théorie de l'origine indienne, enfin, et la thèse de l'origine indienne, sert souvent à placer les populations tziganes en tant que minorité transnationale et à les déterritorialiser, c'est-à-dire en reconstituant de manière erronée leur histoire et la réalité de leurs ancrages territoriaux, ils perdent le bénéfice de leur enracinement, un enracinement qui est pluriséculaire dans les territoires européens, et également de leur participation à la formation des États-nations européens. En l'état actuel des recherches historiques, ce qu'on peut avancer, c'est que les Tziganes sont un peuple européen et méditerranéen à part entière, dans la mesure où ils sont contemporains de la formation et du développement de ces sociétés depuis l'époque médiévale. Il y a des recherches qui montrent une présence vraiment ancienne dès l'époque médiévale, par exemple dans la région de Grèce, enfin de la Grèce actuelle ou de Sardaigne, et qui montrent non seulement une présence ancienne, mais en plus une intégration sociale déjà très avancée. Aujourd'hui, le terme Rome tend à s'imposer dans les discours politiques et médiatiques, parfois au risque de confusion. La généralisation de l'utilisation de ce terme, suggérant que les Tziganes seraient une diaspora sans territoire originel revendiqué, mais en tout cas diaspora par la dispersion spatiale. Et cette grille de lecture, souvent, elle peut avoir comme conséquence de figer justement ces populations dans une posture transnationale et donc d'effacer, comme je vous le disais, leur enracinement historique et leur diversité. L'enjeu, c'est finalement de trouver une position médiane entre la vision essentialiste et la vision constructiviste, et de penser une définition qui serait plus large et plus ouverte, et qui permettrait de faire des mondes tziganes une catégorie multiforme pertinente pour penser la diversité des populations concernées. Et l'anthropologue Leonardo Piazzere, à ce sujet, parle de ce qu'il appelle une catégorie polythétique. Alors, le terme peut faire peur, mais en fait, c'est tout simplement l'idée que c'est une catégorie qu'on ne peut pas définir par un caractère commun, c'est-à-dire faire une relation toute simple de les tziganes ont ces caractéristiques-là, mais plutôt par un ensemble de caractéristiques qui s'associent dans des combinaisons changeantes. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de caractères et ensuite, en fonction des situations historiques, géographiques, sociales, culturelles, ces caractères se combinent de manière différente et en permanente recomposition. Oui. Oui, Leonardo Piazzere, P-I-A-S-E-R-E. Donc, dans cette perspective, on peut penser une identité tzigane, je mets des guillemets, en perpétuelle recomposition dans une articulation des héritages familiaux, historiques, géographiques, qui se déploient entre à la fois des sentiments d'appartenance plurielle de la part des populations, la diversité des autodénominations, la façon dont les gens se présentent, et aussi la diversité des catégorisations extérieures. Et c'est dans l'articulation de ces éléments que les identités se recomposent et se recombinent, en fait, et sont en mouvement permanent. Puisque finalement, au-delà de la diversité de ces populations, s'il y a une chose dont on ne peut pas douter, c'est que les mondes tziganes sont là, sous nos yeux, et que la question, c'est finalement pas tant sur l'objet, mais plutôt sur notre façon de l'observer, de le déchiffrer, de le lire. Aujourd'hui, je vais vous proposer de remettre un peu en perspective la présence historique des Roms en France à travers l'exploration de 3 dimensions qui permettent aussi de repenser les stéréotypes qui sont attachés à ces populations. D'abord en réfléchissant aux questions de circulation et d'ancrage à travers l'Europe, et de montrer un petit peu les logiques de circulation de ces groupes depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Ensuite, en s'intéressant aux questions des professions et des activités économiques qui structurent leur mobilité. Et enfin, une dimension qui est transversale aux 2 premières, mais qui concerne les questions d'identification, de catégorisation et aussi de présentation de soi.
Parmi les stéréotypes qui perdurent à l'encontre de l'ensemble des populations tziganes et notamment des Roms, figure celui d'une intense mobilité, alors même que la majorité de ces populations en Europe, elles sont sédentaires, ou qu'elles circulent dans des territoires relativement restreints, et en tout cas qu'elles déploient des ancrages territoriaux dans des territoires plutôt restreints. Les groupes qui déploient une mobilité sur de longues distances et sur la longue durée sont très minoritaires parmi l'ensemble des populations européennes tziganes, et pourtant, ils font l'objet d'une hypervisibilité et ils focalisent tous les regards. Je vous ai mis là un exemple du petit journal de l'arrivée de Hongrois en 1898 à Carcassonne, donc qui sont qualifiés d'une invasion de Hongrois, des termes qu'on retrouve fréquemment dans la presse. Et en effet, en Europe occidentale, à partir du milieu du 19e siècle et du dernier tiers, même pour être plus précise, les tziganes étrangers qui arrivent en France suscitent une grande curiosité et bénéficient d'une grande visibilité, en raison à la fois d'éléments liés à leur apparence, de franchissements de frontières qui sont toujours très médiatisés, et de l'installation de campements dans les périphéries et les interstices de l'espace urbain. En fait, l'arrivée de ces tziganes étrangers va offrir l'illusion d'une correspondance parfaite entre, d'une part, les représentations, c'est-à-dire la vision de bohémiens étrangers, bohémiens comme on les appelait à l'époque, qui traversent les frontières et les pays sans ancrage territorial et qui ne font que circuler. Donc une correspondance entre ces représentations-là et la réalité. Et ils vont devenir des figures exemplaires qui vont déteindre sur l'ensemble des populations identifiées comme tziganes, c'est-à-dire qu'on va appliquer les caractéristiques qu'on leur donne à eux à l'ensemble de toutes les populations tziganes qu'on peut trouver en France. Je vous donne un exemple un peu plus concret. En 1912, quand les parlementaires français votent une loi qui met en place des documents d'identité, un dispositif de surveillance et de contrôle de la population qu'on va appeler à ce moment-là nomade et qu'on appelle aujourd'hui gens du voyage, quand on lit les débats qui précèdent le vote de la loi, on voit que ce qu'ils ont en tête, c'est l'image de tziganes apatrides, sans territoire ni ancrage historique, qui aurait une mobilité permanente, qui serait d'ailleurs, du fait de cette mobilité, des figures idéales du contrebandier, de l'espion et du voleur, qui se joueraient des frontières comme des lois. Ça, c'est toutes les images qui sont fantasmées autour de ces populations. Et on voit aussi, au-delà des stéréotypes, les hésitations des parlementaires à définir ce qu'ils entendent justement par nomade, cette gêne qu'ils ont à trouver une identité juridique à un ensemble qu'ils ont eux-mêmes inventé, la catégorie nomade. C'est une catégorie qui est hétéroclite et diverse et qui finalement se rassemble autour d'un mode de vie commun qui est caractérisé par l'itinérance. Et quand on analyse les documents qui sont produits par cette loi, on voit qu'elle s'est appliquée à toute une population extrêmement diverse, de populations dites tziganes, mais pas seulement, qui circulaient dans des régions en fait très limitées, très circonscrites, et qui étaient souvent ancrées dans ces régions depuis plusieurs générations. Donc très loin des images qu'avaient les parlementaires en tête, de familles qui sillonneraient l'Europe ou même qui iraient au-delà. Et on voit vraiment une focalisation du regard sur les familles de Roms étrangers qui arrivent d'Europe centrale et orientale à cette période-là et qui sont pourtant numériquement très peu importantes. Je vous donne un autre exemple. En 1895, il y a un recensement de tous les bohémiens sur le territoire français qui va lancer en fait un processus de surveillance et d'identification systématique de milliers d'individus et de familles. Alors le motif donné par l'administration pour ce recensement, c'est la recherche d'un présumé chef qui serait à la tête des bandes étrangères et qui les chargerait de missions sur le territoire français. Et la conséquence, c'est qu'au printemps 1895, au mois de mars, les maires, les gendarmes, les gardes champêtres, voire les habitants, vont mener des enquêtes minutieuses et parcourir le territoire pour enregistrer toutes les familles itinérantes qu'ils vont trouver sur le territoire des communes. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a, alors pas pour tous les départements, mais pour une partie, les états nominatifs de ce recensement qui sont conservés. Et lorsque donc je vous ai mis vous avez un exemple d'un document de ces états nominatifs. Lorsque l'on regarde en fait la nationalité des familles qui sont enregistrées, la très très grande majorité sont des familles françaises. Et les nationalités de familles étrangères sont des familles frontalières, en fait, italiennes, suisses, belges notamment, espagnoles, et des familles de Roms, d'Europe centrale, orientale ou de l'Empire ottoman sont très très peu nombreuses. Le tableau que vous avez, c'est le travail fait par Fanny Taillandier à partir des archives du Tarn, où elle a repris tous les états nominatifs et elle a du coup obtenu ces pourcentages qui montrent qu'il y a une très très faible part de population étrangère.
Ce souci d'identification et de surveillance des groupes de tziganes étrangers s'inscrit dans des contextes croisés de construction des identités nationales européennes au cours du XIXe siècle, de débats autour de la question du vagabondage, dans laquelle la question des bohémiens à ce moment-là s'inscrit, de progrès aussi dans les domaines de l'identification policière et d'un souci accru de la surveillance de la population mobile. Et dans ce cadre, lorsque des collectifs roms commencent à circuler de manière de plus en plus régulière en Europe occidentale, ils vont cristalliser toutes les attentions, puisqu'il y a effectivement un moment où, à partir des années 1860-1880, on voit en Europe occidentale, et donc notamment en France, l'arrivée de groupes qui viennent d'Europe centrale et orientale et qui sont particulièrement remarqués. Ils sont originaires des empires russes, austro-hongrois ou ottomans. Et ils sont... il y avait déjà des groupes qui arrivaient avant cette période-là, mais à partir des années 1860, on est vraiment à un moment clé dans le déploiement de la mobilité de ces groupes à l'échelle de l'Europe, qui entraîne une modification de la géographie des flux, des réseaux, des ancrages. On voit des territoires circulatoires qui se modifient, en fait, et une présence de plus en plus marquée en Europe occidentale. Je vous donne un exemple. En 1866, vous avez des familles, c'est la gravure que vous avez à gauche, qui font leur apparition en Suisse, en Belgique et en France. Et il y a des dizaines d'articles, en fait, puisqu'à chaque fois qu'ils arrivent dans un petit village, il y a un article qui le signale. Et donc ces articles plus les archives permettent de suivre leurs traces. Donc on les repère à Düsseldorf en avril 66. Ensuite, ils traversent la Belgique. Par exemple, au mois de mai, ils sont à Liège et ils suscitent une grande curiosité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des communes qui les accueillent et d'autres qui, au contraire, les expulsent. Mais il y a vraiment, à ce moment-là, à cette période-là, dans les années 1860, des attitudes assez différentes en fonction des municipalités. Il y a encore une tradition d'accueil qui, petit à petit, on voit commence à diminuer, mais qui existe encore. Ils arrivent en France et en 1867, on les retrouve. Une partie va vers l'Espagne, une partie circule en Normandie avant de s'embarquer pour l'Angleterre. Et d'ailleurs, cette partie-là qui circule en Normandie croise la route de Gustave Flaubert, qui écrit à George Sand et qui dit « J'ai vu il y a 8 jours un campement de bohémiens à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois et toujours avec un nouveau plaisir. » Donc en fait, on peut suivre vraiment les itinéraires de ces groupes et leur circulation à travers toute l'Europe, et puis parfois certains qui s'embarquent pour d'autres continents, puisque c'est aussi un moment non seulement de déploiement en Europe occidentale de ces familles-là, mais aussi au-delà de l'Europe. Et c'est le moment où des familles s'embarquent pour les Amériques, l'Amérique du Nord et du Sud, ou encore pour l'Australie, ou l'Afrique du Sud en particulier. Je vous donne un autre exemple. Voilà, là vous avez un exemple d'une famille, enfin de plusieurs familles, même un groupe d'une centaine de personnes, qui débarquent en Angleterre, à Londres, en 1886. Elles viennent de Malte, mais elles sont originaires de Corfou. Elles ont séjourné notamment à Constantinople. Et leur objectif, c'est de se rendre en Amérique. Mais les compagnies de bateaux refusent de les embarquer. Je ne vais pas développer les raisons, mais en fait, les États-Unis ont prévenu qu'ils refuseraient leur entrée. Et donc, ils vont ensuite parcourir la Grande-Bretagne en se scindant en petits groupes et vont finir par se disperser à travers le monde, finalement aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Australie et en Afrique du Sud. Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que c'est vraiment un moment de pionniers, en fait, de groupes assez importants numériquement, de centaines de personnes, qui commencent à parcourir de plus en plus fréquemment l'Europe occidentale et qui défrichent ce qui va devenir au XXe siècle des chemins balisés à travers tout le continent, en développant aussi une maîtrise du passage des frontières, une maîtrise des codes liés à la législation de l'immigration qui aussi peu à peu se met en place dans les différents pays, et qui vont petit à petit développer leur circulation, mais aussi s'ancrer dans des territoires bien définis. Et aujourd'hui encore, on peut retracer en fait l'héritage de la présence de certaines familles, de certains groupes familiaux, à certains endroits, en fonction de ces circulations-là du XXe siècle. Un autre exemple, la famille de l'écrivain Matteo Maximov. Sa mère était une manouche française et son père un Rom russe. Et justement, donc son père est arrivé en France au début des années 1900 avec d'autres familles roms qui venaient du Caucase. Et ils circulent à travers toute l'Europe au XXe siècle. On les retrouve en Allemagne, en Belgique aux alentours de 1910, à Paris, à Londres, puis en Espagne, où naît d'ailleurs Matteo Maximov en 1917.
Et de retour en France après la Première Guerre mondiale, ils vont continuer à circuler sur le territoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont internés à Gurs, puis ensuite assignés à résidence à Lannemezan près de Tarbes. Je vous fais un peu c'est un peu rapide, mais que vous ayez une idée de leur parcours. Et en fait, au lendemain de la guerre, ils vont s'établir en région parisienne, à Montreuil et Romainville notamment, où ils avaient déjà noué de solides ancrages dans l'entre-deux-guerres. Et c'est vraiment en observant le parcours d'un groupe familial sur plusieurs générations et sur une période assez longue, tout le XXe siècle, qu'on peut comprendre aussi des logiques d'ancrage et d'implantation dans certaines régions, dans certaines villes, et qui en fait sont des ancrages qui souvent sont très anciens et se sont tissés dans la circulation et dans l'existence de points fixes aussi, où les groupes se retrouvent. Ces familles qui aujourd'hui sont une composante de la population française, sédentaires pour une partie, d'autres qui maintiennent une relative mobilité, mais en tout cas qui sont en France depuis plus d'un siècle et ancrées dans des régions et des villes bien définies. Les professions structurent les mobilités puisqu'effectivement, un des stéréotypes, une des idées qui vraiment apparaît toujours quand leurs contemporains observent ces circulations qui paraissent extraordinaires de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, c'est que ces circulations sont toujours présentées comme le symptôme d'un goût pour le voyage, d'un attrait irrépressible pour le mouvement. Or, quand on analyse les archives dans une perspective d'anthropologie historique, c'est-à-dire pas forcément juste pour voir les éléments du contrôle, de la surveillance, de l'identification faite par l'administration ou la police, mais qu'on essaie de regarder un petit peu et de lire entre les lignes pour déceler, par exemple, les logiques professionnelles qui sous-tendent les mobilités ou saisir par bribes les manières de faire et de dire des familles qui transparaissent en fait en filigrane de ces documents du contrôle de la mobilité. Ce qu'on observe, c'est justement des logiques économiques solides qui guident et structurent les mobilités. Ces familles de Roms qui arrivent en France à partir de la fin du 19e siècle, elles pratiquent pas seulement, mais principalement 3 métiers, si on simplifie un peu, le travail des métaux, le commerce des chevaux et les métiers artistiques, notamment la musique et la danse. Et souvent, ces activités sont combinées. Par exemple, la famille de Matteo Maximoff dont je vous parlais, c'est une famille de chaudronniers, réputée pour son savoir-faire, mais ils sont aussi artistes. Quand ils sont à Londres, ils se donnent en représentation dans des music-halls londoniens. À Paris, certaines femmes dansent sur la scène du Moulin Rouge. Donc ce sont des artistes réputés et professionnels, et en même temps, ils combinent avec d'autres activités comme la chaudronnerie. Des professions qui sont lucratives et qui leur permettent de financer leur mobilité, et qui guide aussi cette mobilité puisqu'elle est guidée par la recherche d'opportunités professionnelles. Les images que vous avez là, c'est une famille de Roms originaires d'Autriche-Hongrie qui arrive aussi vers 1900 en France et qui va donner des représentations à Berlin et à Bruxelles, entre autres. C'est l'affiche que vous avez à droite et la carte postale de Berlin qui est à gauche en bas. Donc ce sont des artistes, mais aussi des chaudronniers très réputés. Et quand on suit leur circulation, alors là, vous avez une petite carte, un peu simplifiée, mais ça vous donne une idée. En fait, chaque couleur, c'est un groupe familial. Donc, ce sont des frères avec leur famille qui sont réunis en Angleterre en 1911 et qui ensuite vont un petit peu se disperser à travers le monde, au Brésil, en Uruguay, au Canada, aux États-Unis. Et ce qu'on voit quand on étudie leur circulation, c'est que vraiment, c'est la recherche d'opportunités économiques qui décide des destinations. Il y a souvent une personne qui part comme éclaireur, un groupe qui part comme éclaireur et qui ensuite informe les autres restés en arrière des opportunités ou pas de certains territoires. Par exemple, ceux qui partent au Brésil en 1912 s'arrêtent à Madère et ils envoient une lettre à ceux qui sont restés en Angleterre pour dire il n'y a pas beaucoup de clients, c'est pas vraiment la peine de vous arrêter à Madère. Et d'ailleurs, les autres partiront en Uruguay où ils ouvrent un atelier de chaudronnerie. Donc on voit comment est-ce que, en fait, il y a une véritable organisation économique et professionnelle très liée à la circulation de l'information, et la mobilité est vraiment adossée à ces spécialisations professionnelles. En fait, les territoires circulatoires qui se dessinent au fil des déplacements des familles dépendent vraiment fortement de la perception des opportunités économiques, des ressources aussi des familles, des ressources financières,
mais aussi, au-delà des simples ressources financières, de ce qu'on peut appeler un capital de mobilité, c'est-à-dire un ensemble de ressources fait de connaissances, d'expériences relatives au voyage, à la maîtrise d'un réseau social plus ou moins étendu, mais aussi liées aux contraintes, notamment liées à la législation en matière d'immigration. Et donc chaque famille trace sa propre cartographie, mais on décèle des motifs communs, notamment dans la façon de maintenir le lien dans la distance avec le reste du groupe familial et de faire circuler l'information, qui est un enjeu central pour ces circulations à cette période-là. Le dernier point que je voulais aborder concerne les questions de catégorisation et d'identification et de présentation de soi, questions qui sont transversales à ce que je viens de dire, mais qui sont aussi centrales pour comprendre à la fois le regard dont ils font l'objet et les stratégies qui peuvent se mettre en place de leur point de vue de ces familles. Lorsqu'ils traversent les frontières, les familles romanistes sont généralement identifiées donc comme tziganes et généralement considérées comme indésirables, même si dans la plupart des pays où elles se rendent à travers le monde, il n'y a pas de loi qui interdit explicitement leur entrée, en tout cas jusqu'à une certaine période, notamment en Amérique latine par exemple, il y a quelques lois qui vont exister, mais dans l'ensemble, en Europe ou en Amérique du Nord, il n'y a aucune loi qui interdit l'entrée des tziganes. Néanmoins, ils sont considérés comme indésirables et identifiés aux frontières comme étant tziganes. Donc. Cette catégorie, elle est construite par l'administration, notamment par les autorités qui sont en charge de la surveillance des frontières. Et quand on analyse la documentation qui est produite par ces autorités en charge de la surveillance des frontières, on voit comment la catégorisation s'élabore en fonction de connaissances préalables qu'ont les agents d'immigration. En fait, quand ils se retrouvent face à des migrants qu'ils pensent être tziganes, on voit comment les inspecteurs d'immigration font appel à des expériences antérieures et aussi à tout un imaginaire socioculturel autour de la figure du bohémien, du tzigane. En Europe ou sur le continent américain, mais aussi en Australie, on voit qu'en fait, il y a 3 éléments qui reviennent systématiquement. D'abord, l'apparence extérieure. C'est un des premiers éléments de la visibilité et du repérage de ces familles-là. La photographie que je vous ai mise, c'est un couple des Roms austro-hongrois que je viens de vous présenter. Et là, ils sont en Angleterre et ils se font photographier juste avant d'embarquer pour le Canada. Et donc, vous voyez effectivement que par les tenues, les bijoux, il y a une apparence vestimentaire qui fait qu'ils sont visibles et identifiés très rapidement. Et c'est le premier élément qui entre en jeu. Le deuxième, ce sont les métiers exercés. Et les questions qu'on leur pose lorsqu'ils arrivent à la frontière, c'est toujours sur la pratique des métiers. Et 3 métiers retiennent l'attention, marchand de chevaux, chaudronnier et artiste. Les femmes en ont une spécifique, c'est la bonne aventure. Et enfin, le mode de vie caractérisé par une grande mobilité. Et là, la mobilité, elle est constatée à travers les documents qui sont présentés, les passeports avec les visas, etc., mais aussi les récits de leurs déplacements antérieurs. Et ce triptyque, en fait, sert de filtre pour repérer ceux qu'on va dénommer tziganes et qu'on va essayer d'expulser ou de refuser à la frontière. C'est aussi ce qui explique qu'une partie des familles passe totalement inaperçue aux yeux de l'administration quand elles ne correspondent pas à cette grille de lecture. Et c'est comme ça qu'on peut observer aussi en filigrane les stratégies mises en place par les familles, notamment en termes de présentation de soi, et les jeux autour des stéréotypes dont elles font l'objet. Et on observe un double jeu entre à la fois une mise en scène et aussi une dissimulation de son identité tzigane. C'est ce que l'historienne Henriette Asseo a appelé une exotisation assumée, c'est-à-dire que certains groupes, une grande partie de ces groupes, ne cherchaient pas à dissimuler qui ils étaient. C'est le cas de ces familles-là qui circulent en Europe et qui jouent sur leur apparence pour être identifiées comme tziganes et qui jouent sur les stéréotypes dont ils font l'objet. Cette famille, par exemple, sur le bateau qui les mène au Canada, les hommes vont changer les boutons de leur gilet pour mettre des boutons beaucoup plus gros et les femmes vont rajouter des pièces d'or dans leurs cheveux. L'idée, c'est d'apparaître à la frontière et d'être immédiatement identifiés comme tziganes en vertu des idées reçues. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de loi qui empêche leur entrée au nom de leur appartenance tzigane, et donc qu'ils pourront jouer là-dessus pour ensuite, souvent ils sont exclus dans un premier temps, ensuite ils font appel, etc. Ils savent aussi, en vertu des stéréotypes à leur rencontre, qu'ils sont considérés comme étant très riches grâce au métier qu'ils pratiquent, et à cette époque-là, c'est encore la meilleure façon de pouvoir franchir les frontières. Cette exotisation assumée, elle peut leur jouer des tours, parce que ça implique quand même d'être arrêté un certain temps à la frontière, qu'une enquête soit menée, il faut faire appel, donc c'est long, c'est aussi coûteux.
Et donc, on voit des exemples de familles qui, au contraire, vont justement développer des stratégies d'invisibilité et de dissimulation. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, mais ça vous montre un petit peu l'état d'esprit. L'administration canadienne déplore beaucoup ce passage à l'invisibilité. Et dans un rapport, les autorités d'immigration écrivent, je cite juste 2 phrases, « Des Tziganes ont demandé à être admis dans nos ports d'entrée sans porter aucune marque particulière de leur appartenance à la communauté tzigane. S'ils étaient venus avec leur chariot et en tenue tzigane, nous n'aurions eu aucune excuse pour ne pas les repérer. » Et cette remarque est très, très révélatrice de la façon dont ça se passe. Donc on voit comment les familles peuvent jouer sur ce double registre de mise en scène et aussi de dissimulation de leur identité. Ça permet de montrer dans quelle mesure est-ce qu'elles maîtrisent les codes et la législation de l'immigration. Ça permet aussi de renverser un petit peu le discours qui, souvent, les présente comme victimes des stéréotypes, ce qu'elles sont, bien sûr, mais elles conservent un pouvoir d'action et une capacité parfois à se saisir de ces stéréotypes et à les retourner à leur avantage. Ça ne fonctionne pas toujours, mais en tout cas, c'est un pouvoir d'action qu'elles ont. Une autre petite anecdote très rapide, l'image n'est pas très bonne, mais qui est aussi très parlante. C'est un groupe de Roms chaudronniers qui se retrouve à Hawaï en 1946 et qui est interviewé par un journaliste. Et donc, le journaliste leur pose plein de questions. Et à la fin, il demande s'il peut les prendre en photo. Et ce sont les hommes qui sont interrogés et ils refusent. Donc, ils finissent par... le journaliste insiste, ils discutent entre eux en romanesque, donc le journaliste ne comprend rien. Et puis, au bout d'un moment, ils disent on revient. Et quand ils reviennent, ils sont allés chercher des guitares et des fausses moustaches. Et ils disent c'est bon, tu peux prendre ta photo. Et le journaliste est un peu effaré. Il dit mais qu'est-ce que vous faites, enfin, et ils disent mais c'est ainsi que les gens s'attendent à nous voir. Et là aussi, cette anecdote montre comment est-ce qu'il y a une conscience des images et des stéréotypes et un jeu aussi autour de ces stéréotypes. Pour terminer, c'est toujours la même famille austro-hongroise lorsqu'ils sont en Angleterre. Pour les questions de jeu de regard, les campements que ces familles installent en périphérie des villes ou dans les interstices urbains sont une vulnérabilité, bien sûr, dans la mesure où eux aussi sont évidemment les rendre extrêmement visibles et en font l'objet de mécanismes de surveillance, de dispositifs de gestion de l'espace. Et donc rapidement repérés par le biais de la présence de ces campements, ils sont la cible des autorités locales qui souhaitent les déloger rapidement, mais aussi parfois des populations qui peuvent s'en charger elles-mêmes. Et il y a de nombreux cas de campements détruits par la population locale. Donc c'est une vraie vulnérabilité. Mais malgré cela, certains groupes ont réussi à faire de l'éphémère et de cette vulnérabilité une ressource, notamment en exploitant la curiosité qu'ils suscitent. Et en monnayant leur image, en fait. Sur cette image, vous voyez au premier plan donc, des hommes qui sont en train de discuter, mais si vous regardez l'arrière-plan, vous voyez des visiteurs qui se promènent dans le campement et qui observent et qui déambulent au milieu des tentes. Et en fait, ces familles-là vont comprendre qu'une façon de négocier leur présence sur le terrain, c'est tout simplement d'exploiter la curiosité qu'ils suscitent, et donc ils font payer l'entrée du campement. Les visiteurs peuvent se promener, les observer, et ensuite, une fois à l'intérieur, ils peuvent également payer encore pour photographier, pour obtenir des réponses à leurs questions, etc. Donc, ça devient à la fois une ressource financière, mais aussi une façon assez habile de négocier leur présence, puisque tant qu'ils sont l'objet de l'attraction locale, on les laisse en fait sur le territoire. C'est aussi ce fonctionnement-là à l'origine et ça renforce en fait la circulation d'images et de stéréotypes, puisque systématiquement des photographes et des artistes se précipitent dans le campement, prennent des photographies ou font des croquis, des peintures qui ensuite circulent largement, plus les photographies, à la fois dans la presse et puis aussi sous forme de cartes postales, puisque c'est une époque où on utilise beaucoup de cartes postales et on utilise surtout tout et n'importe quoi. Vous avez des cartes postales d'expulsion avec en premier plan un gendarme qui pointe du doigt l'autre côté de la frontière et le groupe de tziganes qui attend pour passer de l'autre côté. Donc voilà, on ne fait plus des cartes postales comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un vecteur de circulation d'images qui est important, notamment parce que c'est une diffusion extrêmement large.
Pour finir, la dernière chose, c'est un peu rapide, mais ça vous donne un petit peu les différentes dimensions de cette présence en fait, de Roms étrangers en France et plus largement en Europe. Il y a certaines familles qui vont plus loin que uniquement ouvrir leur campement aux visiteurs et qui vont mettre en scène des campements. En 1913, ce sont les 2 cartes postales que vous avez à gauche, les familles de Roms russes qui circulent avec la famille paternelle de Matteo Maximov vont être engagées par le jardin d'acclimatation de Paris. Peut-être que ça vous dit quelque chose parce qu'on en parle souvent, puisque c'est connu pour ce qu'on appelle aujourd'hui les zoos humains, l'exposition de peuples. Et donc là, ces familles-là vont être engagées par le jardin d'acclimatation pour figurer non pas des Tziganes, mais des Tcherkesses, c'est-à-dire un peuple du Caucase. Et ils vont planter leur tente au jardin d'acclimatation. Les visiteurs peuvent les observer, vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et il y a une petite scène où chaque jour, ils donnent un spectacle. Et puis, on est en 1913, et l'année suivante, ils font la même chose, c'est la photographie de droite. Là, on est en Angleterre, ils sont à Southend-on-Sea, qui est à l'embouchure de la Tamise. Et là, c'est pas des Tziganes, c'est pas des Tcherkesses, mais ce sont d'authentiques habitants des Balkans, même s'ils viennent tous d'une région du Caucase. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils exploitent les images à leur rencontre et comment ils peuvent, dans ces cas-là, changer assez facilement d'identité et figurer aussi bien des Tcherkesses du Caucase que d'authentiques habitants des Balkans. Et le campement, vrai ou faux, devient ici une ressource financière, comme je disais, grâce au droit d'entrée, obtenu en échange des photographies aussi, et puis une ressource pour négocier sa présence, et puis pour pouvoir circuler, puisque, par exemple, quand ils se rendent en Angleterre, c'est aussi une justification de leur arrivée, d'avoir été engagés pour ce village des Balkans. Pour conclure, ce qu'on voit, c'est que s'il y a une chose qui est constante dans l'histoire des populations identifiées comme tziganes, c'est bien les stéréotypes dont elles font l'objet, des stéréotypes qui s'inscrivent sur le temps long, qui sont des images parfois positives, souvent négatives, mais en fait qui souvent sont ambivalentes, c'est-à-dire que c'est un des paradoxes qui est un des éléments de définition de l'anti-tziganisme, le fait qu'il y ait des images qui aient un versant positif et négatif et que les deux s'entremêlent. Des stéréotypes qui sont révélateurs avant tout des relations entre les tziganes et les non-tziganes, des relations qui sont faites d'un mélange de fascination et de défiance, de rejet, mais qui trahissent aussi une inclusion longue et ancienne de ces populations dans les sociétés européennes, une inclusion ambiguë certes, mais qui conduit aussi à relativiser l'image de populations vivant radicalement en marge de la société, puisque là, je vous ai parlé du 19e et du 20e siècle, mais en fait, on pourrait remonter au moins jusqu'au 14e, 15e siècle et montrer l'ancienneté de la présence de ces populations et en même temps l'ancienneté des stéréotypes qui leur sont appliqués et qui, pour certains, perdurent de façon reste étonnamment intacte au fil des siècles. Peut-être pour la dernière phrase pour conclure, ce que je voulais vous montrer à travers tous ces exemples, certains vous ont peut-être paru un peu lointains, on est parti en Amérique, mais c'est que ces familles-là qui sont arrivées au fin 19e, elles ont fait l'objet d'un regard et d'une focalisation des regards politiques, sociaux, mais qu'elles sont ancrées dans des territoires et aujourd'hui la plupart font partie de l'histoire française d'abord et aussi sont ancrées dans des territoires maintenant depuis plusieurs générations et les modalités de leur circulation et de leur ancrage tout au long du XXe siècle éclairent aussi l'histoire de leur présence en France et voilà, c'était le but un petit peu de mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment intéressant. On a créé un groupe WhatsApp. Vous pouvez y aller en scannant le QR code qui est sur le programme, où Laure en a également à vous distribuer. Je vous dis ça parce que j'ai mis sur le groupe une référence d'un ouvrage qui va bientôt sortir, auquel vous avez contribué sur les préjugés, avec un article là-dessus. Il y a évidemment votre livre également, le Géopolitique des Tziganes, c'est ça. Et puis vous pouvez trouver aussi sur Internet des podcasts, d'interventions que vous avez faites, notamment un que j'ai mis sur le groupe. J'ai demandé à Olivier Perroux de rejoindre le pupitre pour sa présentation. Alors vous le connaissez sans doute peut-être plus parce que sur ce sujet, il travaille depuis des années. C'est un des fondateurs de l'association Trajectoire également qui travaille sur ces publics, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les mineurs, auteurs
et victimes, et plus récemment des mondes roms aux éditions Gallimard, qui est un très bel ouvrage pour enfants. C'est à toi, Olivier. Très bien. Eh bien, oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, oui, on a eu vraiment une présentation, je pense, très, très éclairante. Et finalement, ma présentation va se construire un petit peu en creux de ce qui a été dit, puisque je vais m'intéresser à un objet qui est très, très restreint et qui va du coup, quelque part, montrer finalement comment peut s'appliquer ces biais culturalistes à cet objet qui est le bidonville, et en quoi ça peut influencer les politiques, l'accompagnement social et autres. Donc j'ai envie de dire, là on suit la trajectoire de famille où on voit que finalement on n'est pas que sur des marginaux qui vont comprendre les codes, se les approprier, les utiliser parfois pour leur carrière professionnelle et autres. Là on ne va pas suivre des trajectoires, justement on s'intéresse à une étape d'un parcours de certaines familles, roms ou non-roms, qui se retrouvent un moment bloqués dans cet espace. Et donc, du coup, on va être sur... on n'aura pas cette dynamique. En revanche, on va s'intéresser un peu à la sociologie qui se cache derrière ces bidonvilles. Donc, la difficulté, souvent, quand on a des bidonvilles, c'est que l'objet même du bidonville et le fait qu'il y ait des familles qui se disent roms, qui sont roms, etc., va finalement renforcer ces stéréotypes qui sont présents depuis très longtemps, comme ça a été rappelé, d'une population homogène socialement, ethniquement, même si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire ethniquement, avec la présence d'une sorte de communauté qui aurait sa propre hiérarchie interne, donc des chefs, des représentants, et cette communauté, en fait, aurait donc la faculté de permettre l'insertion de ses membres. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas désorganiser cette hiérarchie interne afin que les membres de cette communauté qui seraient donc présents dans le bidonville puissent s'insérer. D'où là une forme de légitimation d'intermédiaires qui se présentent. Et du coup, cette image étant suffisamment forte pour que du coup le travail social classique qui est mené avec d'autres familles, donc on travaille en général avec une famille nucléaire, soit mis de côté et qu'on n'arrive pas tellement à se rendre compte finalement du côté très différent de l'approche. C'est-à-dire si quelqu'un travaillait avec une famille dans un HLM, elle ne va pas s'adresser aux représentants de l'HLM qui seraient autoproclamés et qui diraient telle famille, il faut faire ça, ça je les connais, telle autre famille, elle ne scolarise pas ses enfants, etc., etc. Donc ça paraîtrait quand même quelque chose d'assez inouï. Mais justement, ce biais culturaliste, presque un biais cognitif, j'ai l'impression, va faire qu'on a eu beaucoup de mal à percevoir, on continue de percevoir encore ces bidonvilles finalement comme un objet culturel, comme une cause d'un fonctionnement ethnique culturel qui fait que les gens s'installent en bidonville et pas une conséquence d'une absence de logement disponible, etc., etc. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire des bidonvilles qui ont vu en France donc de nombreuses populations étrangères, espagnoles, portugaises, maghrébines et autres. Je vais plutôt m'intéresser finalement à qui on a trouvé dans les bidonvilles et qui on trouve pour que ça puisse donner des éléments davantage sociologiques et sortir de cette impression culturaliste ou même rome qu'on associe trop souvent à cet objet. Donc, pour faire assez simple, jusqu'en 2007, alors c'est toujours compliqué de donner des dates, mais bon, du coup, on s'appuie un petit peu, si vous voulez, sur des changements administratifs importants. Donc, 2007, l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne. Et donc, jusqu'en 2007, en France, les personnes qu'on pouvait voir dans les bidonvilles, alors provenaient, avec des différents parcours et différentes origines sociales. On avait des populations qui étaient qui avaient ce fameux capital
de migration qui a été définie, c'est-à-dire un ensemble de connaissances, de compétences linguistiques et autres. Donc on avait surtout des populations au début qui avaient des activités transfrontalières, y compris sous le communisme, des populations qui vivaient sur des territoires où il y avait la présence de minorités importantes, hongroises, allemandes, slovaques, ce qui fait que souvent il y avait l'habitude du plurilinguisme. Donc on a eu ce type de population. On avait aussi des populations roms et non-roms qui, en Roumanie, avaient des activités itinérantes. Alors ça va de Roms qui étaient connus, alors on appelle ça les caramidales, qui étaient connus dans la construction, si vous voulez, de briques, et donc qui faisaient des saisons l'été pour fabriquer les briques in situ, c'est-à-dire devant la nouvelle maison qui allait être construite. Mais on avait aussi, par exemple, des gens qui venaient alors c'est du nord-ouest de la Roumanie, de la région de Satu Mare, du Pays de Ouache, qui, sous le communisme, avaient une activité de défricheur, c'est-à-dire qu'ils allaient défricher des forêts pour les transformer donc en champs, et donc qui parcouraient toute la Roumanie pour faire ça. Donc on avait ce type de personnes. Et enfin, des personnes qui appartenaient donc à des quartiers dans certaines villes qui avaient été marginalisés, pour différentes raisons historiques. Et donc, ça a été le cas notamment pour certains quartiers, par exemple de Craiova, donc quartiers comme Fatsalunci, Romanești, qui, l'histoire de Fatsalunci, en fait, c'est des familles roms qui avaient été déportées pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le maréchal Antonescu, qui avait été déporté en Transnistrie, et puis qui, donc, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été libérés et donc ont été finalement, elles ne sont pas retournées dans la région d'origine, mais donc sont allées dans ce fameux quartier, par exemple, de Fatsalunci. Donc elles se sont retrouvées assez déconnectées du reste de la ville, puisqu'elles ont été déplacées finalement. Alors c'était pas vraiment des camps en Transnistrie, mais en tout cas là où elles avaient été mises dans justement une ville d'où elles n'étaient pas originaires, quoi. On a aussi, par exemple, le Barbulej, qui est une ville qui est assez proche de Bucarest, à peu près à 70 km, où finalement le quartier rom est devenu de plus en plus homogène, et la ville qui a abrité ce quartier rom, en fait, a demandé de se détacher du quartier rom, ce qui fait que Barbulej, qui était un quartier, est devenu une ville avec un maire rom, etc. Mais ça a créé une forme de marginalisation, et de marginalité, puisque il y avait des gros problèmes d'approvisionnement en eau. Du coup, il y a un certain nombre de services sociaux qui se sont arrêtés. Et donc voilà, ça a créé. Donc à chaque fois, on a des histoires un peu différentes, mais toujours est-il que on a pu retrouver différents quartiers marginalisés de grandes villes. Donc on voit qu'on a une sociologie assez différente entre des personnes qui avaient pratiqué du commerce, qui ont des compétences linguistiques importantes, des personnes qui n'avaient pas forcément de compétences linguistiques, mais qui avaient une activité itinérante et donc qui maîtrisaient bien finalement ces déplacements et parfois pouvaient s'inscrire dans une activité, dans une migration pendulaire, c'est-à-dire faire régulièrement des allers-retours. Et d'autres personnes qui s'étaient retrouvées sur une sorte de repli lié finalement à leur inscription sociale en Roumanie. On pourrait faire le même type de constat avec la Bulgarie. On voit que on était plutôt cette fois-ci sur des quartiers pareils de grandes villes urbaines qui petit à petit, après le communisme, se sont ghettoisés, c'est-à-dire qu'on a eu de moins en moins de mélange de population. Et c'est vrai que c'est plus prégnant en Bulgarie. Et d'ailleurs, ça continue, y compris dans les écoles. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des formes de ghettoisation importantes sur certains quartiers en Bulgarie. Donc, du coup, on se retrouve avec cette sociologie jusqu'en 2007. On a, puisque toujours avant cette période de l'entrée dans l'Union européenne, sur la migration économique comme on l'entend, c'est-à-dire souvent une force de travail qui cherche d'autres opportunités, finalement, cette migration économique a plutôt été dirigée dans ces années vers l'Espagne et l'Italie, qui avaient des besoins de main-d'œuvre agricole très importantes. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de populations des campagnes roms qui sont allées dans ces pays-là, puisqu'ils trouvaient tout de suite
quelque part, une activité professionnelle, sans même avoir besoin de compétences linguistiques. Donc du coup, voilà, on a eu des différences assez importantes entre les pays sur le type de migration. Alors, pour tenter de faire un peu de sociologie des qui on trouve en bidonville, sachant que c'est qu'un sas et que ces populations qui arrivent, au bout d'un moment, sortent. Donc, nous, dans une précédente étude, mais maintenant qui date un petit peu, c'était en 2018, on avait fait une moyenne voilà, sur un échantillon qui représentait 8% des habitants en bidonville dans toute la France, et on était tombé en fait sur une moyenne de 5 ans en bidonville. C'est-à-dire que les personnes ne restaient pas toute leur vie en bidonville, mais mettaient 5 ans à sortir du bidonville. Donc parmi les populations qui ont été décrites là, la plupart sont sortis des bidonvilles. Et on peut supposer, alors il faudrait refaire quand même une étude, en plus que ce phénomène s'est accéléré. Donc à chaque fois, on décrit finalement à un instant donné des populations avec, j'ai envie de dire, des caractéristiques socio-économiques et historiques qui sont particulières, mais qu'on ne va pas retrouver d'une époque à l'autre. Alors, la transformation majeure en Roumanie, qui va du coup modifier la sociologie des bidonvilles en France. Alors, je parle beaucoup de la Roumanie parce que, grosso modo, c'est à peu près 80% des populations qui sont en bidonville. Elles sont donc de nationalité roumaine. C'est pour ça que je fais un peu le focus sur la Roumanie. Mais après, bien sûr, on pourrait parler d'autres populations, mais en termes de nombre, c'est plus marginal. Donc, le changement majeur, c'est que donc, la Roumanie, comme je vous disais, en 2007, rentre dans l'Union européenne. Pour préparer cette rentrée dans l'Union européenne, la Roumanie, qui est un pays qui est très agricole, il y a du coup une injonction qui est une transformation du modèle agricole roumain. Or, on va dire jusqu'en 2005, le modèle agricole roumain, on était sur une agriculture de type familial, c'est-à-dire que le nombre d'hectares par personne, donc par ménage qui vivait à la campagne, on était sur une moyenne de 2,5 hectares, donc c'est vraiment on n'est pas du tout sur des domaines importants, avec une agriculture qu'on appelle une agriculture familiale, c'est-à-dire que les personnes faisaient un peu de céréales, avaient un petit verger, avaient un potager et un petit peu d'élevage, une vache, un cochon, etc., etc. Donc on n'est pas du tout sur une agriculture intensive et ni sur une agriculture mécanisée. Dans cette agriculture, elle est très consommatrice, si vous voulez, de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'elle suppose vraiment qu'il y ait une main-d'œuvre importante. Parce qu'il y a plein de petits travaux qui doivent être réalisés à la main. Les machines ne peuvent pas être utilisées, à la fois parce que les personnes n'ont pas les moyens financiers, mais aussi ça ne se prête pas à une agriculture mécanisée, puisqu'on n'a pas des monocultures sur des hectares et des hectares. Et donc, c'est vrai que les Roms installés dans les zones rurales, et c'est surtout cela qu'on va voir après, donc servaient finalement de métayer, réparer les outils, enfin donc avec différentes fonctions en fonction de l'histoire locale, et c'est des fonctions qui s'occupaient depuis plusieurs générations. Et d'ailleurs, souvent, enfin, en Roumanie, hein, les noms des groupes roms, parce que les Roms appellent un peu les Vika, donc sont, comme dans les Balkans d'ailleurs, se basent en grande partie sur un métier traditionnel qui serait exercé. Ceux qui fabriquent des cuillères en bois, ceux qui sont chaudronniers, etc. etc. Donc, ils avaient cette activité, alors certains exerçaient dans les villes, mais là, c'est plutôt ceux des campagnes qui, du coup, vont être les premières victimes, si vous voulez, de cette transformation agricole qui consiste, en fait, à permettre la location des terres et donc à modifier le modèle d'agriculture en passant d'une agriculture familiale à une forme de monoculture sur des hectares et des hectares qui va permettre la mécanisation. Et donc, qui dit mécanisation dit disparition d'une main-d'œuvre qui était nécessaire à cette agriculture familiale, mais qui ne l'est plus du tout dans une agriculture mécanisée. Et donc, on se retrouve avec des populations qui, elles, n'ont pas de capital, pour le coup, migratoire, c'est-à-dire n'ont pas des compétences linguistiques, une culture de la mobilité, etc., et des relais, justement, comme ça a été indiqué. Et ces personnes, après 2007,
peuvent se retrouver en situation de migrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de barrière administrative à la mobilité. C'est-à-dire que jusqu'en 2007, bien qu'il y avait déjà l'interdiction, enfin, la suppression des visas court séjour, en fait, il fallait quand même avoir un passeport, il y avait des conditions de revenus, etc. Donc, ce n'était pas si simple que ça. À partir de 2007, avec une simple carte d'identité, cette migration vers l'étranger devient possible. Sauf qu'on est sur des personnes qui n'ont pas de compétences. À partir du moment où elles n'ont pas de compétences, elles vont être nécessairement aidées, si on peut dire ça comme ça, par des intermédiaires qui vont pouvoir donc organiser cette migration. Et ces intermédiaires sont d'autant plus indispensables que l'accès à l'hébergement ou au logement est très difficile s'il passe par le droit commun. L'accès donc au travail n'est pas possible ou très difficile aussi, puisqu'en plus on a été dans ce qu'on appelait une période transitoire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de métiers n'étaient pas accessibles directement. Et donc du coup il y a toute une organisation qui se met en place et qui permet à ces populations qui sont très enclavées en Roumanie, avec un niveau scolaire très faible, de pouvoir venir donc dans certains pays comme la France. Et donc là, l'organisation comprend finalement le transport, donc le développement de microbus, de chauffeurs qui vont faire des allers-retours. Alors, ça existait avant, mais du coup, ça se développe. L'accès, à l'époque, bon, les gens n'avaient pas trop de revenus, donc l'accès au crédit, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens de migrer, on leur prête de l'argent, mais bien sûr, à des taux usuraires. L'accès à l'hébergement, c'est justement dans ces bidonvilles la construction de cabanes ou de caravanes et autres. L'accès au travail formel ou informel, alors à cette époque c'était plutôt informel, qui va, si vous voulez, de la mendicité, la ferraille, voilà, des petits travaux marginaux dans l'agriculture. Et d'une certaine façon aussi, une fois que les personnes arrivent, ces intermédiaires vont s'imposer comme l'accès au suivi social, c'est-à-dire au droit commun. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui est important, c'est-à-dire que si cette migration a pu être mise en place, c'est uniquement parce qu'elle a bénéficié d'intermédiaires. Alors, on peut se poser quel est l'intérêt pour les personnes de migrer et quel est l'intérêt des intermédiaires. Alors, les personnes qui vont migrer, bien sûr, ce n'est pas toutes les personnes qui migrent à cette époque. On a des personnes qui avaient des relais familiaux, et donc avec des familles qui sont déjà insérées, et celles-là, on ne va pas les voir dans les bidonvilles. Donc encore une fois, ce n'est pas toutes les personnes qui migrent à cette époque qui ont cette caractéristique. Je parle juste des gens qui sont dans les bidonvilles. Donc ce qu'on retrouve dans les bidonvilles, c'est des personnes qui avaient souvent déjà de la famille installée dans des bidonvilles, et donc ils vont rejoindre cette famille-là. Donc ils peuvent avoir une famille qui arrivait un peu plus tôt, ils vont la rejoindre. Sauf que cette famille étant déjà dans un bidonville, sur l'organisation, elle est aussi dépendante des intermédiaires. Donc du coup, là, ça ne va pas forcément être une aide, le fait d'avoir un relais familial à partir du moment où ce relais familial n'est pas non plus inséré. On a aussi ce qu'on observe, une sorte de migration de villages voisins. C'est-à-dire que on a un village qui a migré quelques années auparavant, et on a des villages autour qui, petit à petit, 2 ans, 3 ans après, alors avec une temporalité différente, décident de migrer. Et là, pour le coup, on a vraiment des intermédiaires, si vous voulez, qui vont un peu profiler des personnes pour les faire venir dans un but, en général, financier. C'est pas, voilà, c'est pas de l'aide comme ça. Et on va avoir donc, quand on est sur ce système-là, un peu un système de recrutement qui peut être pour des activités de ferraille. Donc on utilise des petites mains pour ramasser la ferraille. Pour des activités alors, qui peuvent aller même aussi, qui peuvent être de mendicité. Dans certains groupes plus marginaux ou dans la criminalité, on peut avoir bien sûr aussi des personnes qui sont recrutées pour être exploitées sexuellement, incitation à commettre des délits, etc., etc. Et c'est plus facile à faire que ça ne l'était auparavant, tout simplement parce qu'on voit bien qu'on est sur une population qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques sociologiques et qui a très peu de relais et de possibilités de s'adresser ensuite en France à des représentants du droit commun. Alors, la barrière à l'emploi
la barrière au logement, les difficultés de scolarisation et d'une certaine façon le fait que ces bidonvilles, il y avait à la fois pas véritablement de suivi, on pourrait même dire une forme de contrôle social par rapport au fait est-ce que tous les enfants sont scolarisés ou non, voilà, est-ce que tout le monde a pu accéder à la santé. Donc finalement, on a laissé un peu ces bidonvilles s'auto-gérer eux-mêmes. Et du coup, on voit des phénomènes qu'on n'a pas forcément vus en Roumanie, c'est-à-dire une forme de repli sur soi qui va notamment se manifester avec des pratiques communautaires qui peut-être étaient anciennes en Roumanie, mais en tout cas qui avaient disparu depuis un moment. C'est-à-dire qu'on voit davantage de grossesses précoces. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire si les jeunes filles vont pas à l'école, donc du coup, les grossesses vont s'abaisser. Et on va voir du coup différents fonctionnements familiaux qui finalement font que les contacts avec la société française étant assez faibles, il y a une sorte de, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut dire contre-culture, mais en tout cas un repli communautaire, même si ce terme est un peu discutable, qui va être davantage présent avec une population qui aura plus de mal, si vous voulez, à faire la part des choses. Alors parfois, ça peut passer par des mouvements évangélistes et pentecôtistes. Alors c'est pas pour décrier tous ces mouvements-là. Parce qu'après, c'est aussi un culte qui s'est beaucoup développé en Roumanie et il y a des raisons assez évidentes. Voilà, il y a une pluralité de l'offre. Mais il peut y avoir bien sûr une instrumentalisation de ces mouvements pour justement faire en sorte que les personnes se retrouvent donc dans une forme de repli sur soi, ce qui rend encore plus difficile donc le travail. Alors, bon là, ce que je vous dis, c'est pas très très positif tout ça, mais on va voir qu'à partir de 2014, en fait, l'ouverture dans une grande partie des pays de l'Union européenne, donc en fait la suppression de ce qu'on appelle ces mesures transitoires et donc l'ouverture au marché du travail européen pour ces populations qui se sont retrouvées marginalisées, va un petit peu modifier la donne. D'une part, on voit une forme de recomposition migratoire, aussi bien en France qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on avait des populations qui étaient en Espagne, qui travaillaient en Espagne, voyant qu'il n'y a plus de barrières pour pouvoir travailler en France. Certaines populations vont venir d'Espagne, d'Italie, vont aller certaines en Allemagne, au Royaume-Uni, mais aussi en France. Donc on a une recomposition liée aux opportunités de travail. Donc là, on retombe un petit peu sur des choses qu'on a plus connues, parce que les barrières sautent en fait. Donc ces recompositions et ces stratégies, alors pas au sens manipulation, mais au sens, voilà, une sorte de débrouille qui va devenir une compétence au fur et à mesure, se remettent en place. Et on a aussi donc des dynamiques, j'ai envie de dire, donc, en France qui vont se faire par rapport à un accès au travail. Alors, cette dynamique font que sur certaines régions où c'est repéré qu'on peut accéder à un travail légal, alors souvent c'est des régions qui sont liées à l'agriculture, donc on va retrouver la région de Bordeaux, la région de Nantes et autres, où il y a besoin de main-d'œuvre. On va avoir du coup des déplacements de population en fonction de ces opportunités-là, ce qui va du coup modifier un petit peu et brasser, on va avoir différents profils. En revanche, la présence d'intermédiaires qui étaient préalables à ce brassage ne va pas disparaître, ce qui fait que du coup ça va obliger à une certaine vigilance, c'est-à-dire que pour l'accès à l'hébergement, ces intermédiaires sont toujours présents, puisqu'il y a toujours donc des bidonvilles et donc des personnes qui tirent bénéfice du fait que des gens comme des marchands de sommeil doivent accéder à de l'hébergement et n'y arrivent pas avec le droit commun, donc du coup sont toujours dans les bidonvilles. Pour l'accès au travail formel et informel, on a aussi donc des intermédiaires qui vont se mettre en place, y compris pour des travaux légaux. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont là depuis 15-20 ans, qui sont en appartement et tout, vont comprendre qu'ils peuvent jouer un rôle d'intermédiaire, et même certains vont donc faire ce profilage, c'est-à-dire faire venir des villages qui n'étaient pas dans une dynamique migratoire nécessairement,
mais pour justement proposer une main-d'œuvre, vont les faire venir, donc les mettre en contact avec un employeur, et puis du coup percevoir une commission sur le salaire que reçoivent ces personnes, puisque c'est eux qui auront organisé, et donc c'est dans ce but économique. Et puis, donc, on va aussi avoir, donc, pareil, ces intermédiaires qui peuvent s'opposer à l'accès au suivi social. En gros, on voit que le bidonville est plutôt un SaaS, mais qui fonctionne un peu comme qui est plus une conséquence, si vous voulez, bien sûr, de le non-accès donc, au travail social. Mais en fait, si les personnes n'arrivent pas à sortir du bidonville, c'est qu'en fait, elles sont bloquées par des intermédiaires qui vont empêcher la sortie. Ce qui fait qu'en fait, un travail social commence par l'identification des intermédiaires qui vont tirer profit du fait qu'on a des personnes qui sont dépendantes d'elles et donc qui doivent payer des commissions pour leur hébergement, pour leur accès à l'emploi, même parfois pour l'accès au culte. Et tout le travail consiste finalement en fait à sortir ces intermédiaires, ce qui va permettre du coup d'avoir une insertion qui sera plus facile. Et les personnes qui sortent des bidonvilles, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est-à-dire qu'on se dit qu'ils vont tous aider et tout, le bidonville, si vous voulez, on ne va pas construire une stratégie autour du bidonville. C'est-à-dire que les personnes qui sortent vont faire venir aussi leur famille, ils vont les héberger un petit moment. Et là, ils vont essayer d'éviter au maximum cette case bidonville. Mais donc cette case bidonville, ce n'est pas, enfin, elle ne sert pas, si vous voulez, à une diaspora qui permettrait l'insertion dans la société. C'est plutôt, finalement, on voit que plus on regarde la situation des bidonvilles actuellement, plus ça se referme un peu comme un piège sur les personnes. Et malgré le fait qu'elles travaillent, elles ont du mal à s'insérer parce que leurs revenus sont amputés et donc rend très compliqué toute insertion. Et donc, bon, je voulais un peu terminer sur cette note-là pour montrer un peu l'importance de votre travail et des discussions. C'est que finalement, la façon de lutter contre ce phénomène qui s'est construit petit à petit, mais du coup qui est ancien, puisqu'on parle de 20 ans de migration, et donc qui est bien structuré, c'est de multiplier les contacts avec la société française. Donc ça commence bien sûr par la scolarisation, qui est vraiment une des premières entrées, par bien sûr le travail social, mais donc par famille. Tout travail avec un intermédiaire ne fait que le légitimer, donc du coup ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est aussi donc réussir donc à avoir des dispositifs de droit commun qui sont adaptés, mais pas qui sont spécifiques, parce que là, on voit qu'encore une fois, on rajoute un SAS, et donc cela met du coup beaucoup de temps. Et bien sûr, un travail avec l'ensemble des acteurs, et c'est sans doute ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit à partir du moment où dans certaines régions, il y a une tolérance de ce système finalement s'enracine, quoi. Alors dans certains départements, malheureusement, c'est assez caractéristique. Enfin, si je prends un exemple, notamment à Grenoble, où on avait pu depuis plusieurs années identifier donc le fait que on a une situation d'exploitation sexuelle qui est présente. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes sont confrontées à l'exploitation sexuelle, mais bien sûr que tant que ce commerce lucratif n'est pas stoppé, bien sûr, il va se perpétuer. Et le problème, c'est que tous ces exemples de marge vont contribuer à renforcer l'image et un cliché qu'on peut avoir sur ces populations en disant qu'elles sont vraiment trop marginales, trop différentes culturellement, et donc on ne peut pas les insérer. À l'inverse, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a besoin de contre-exemples, en fait, on s'aperçoit que ces bidonvilles sont un sas, sont de plus en plus contournés par les nouveaux arrivants, et qu'on a effectivement de plus en plus de populations roms qui se sont insérées dans le travail et du coup qui disparaissent totalement. Donc vraiment, on a vraiment ce biais, si vous voulez, culturel qui a tendance à être renforcé par les situations sociales compliquées qu'on trouve actuellement dans la bidonville, en se disant on ne pourra jamais les insérer.
Et ça peut participer à un certain découragement, d'où le fait d'essayer de l'évoquer. Et on a du mal à voir, bien sûr, donc, les personnes qui sont insérées, parce qu'elles sont invisibles, elles n'ont pas d'habitat différent. Une fois que les enfants, en général, sont en appartement, on s'aperçoit que les problèmes de scolarité et du fait qu'ils se maintiennent dans une scolarité et tout, on s'aperçoit qu'en fait, toutes ces difficultés-là disparaissent. Et donc, on a vraiment un objet qui crée donc une représentation et non pas, effectivement, une population qui aura un fonctionnement tellement différent que le travail social serait inopérant. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. On a prévu un temps d'échange avec vous, de questions. Laure et, enfin, je ne sais pas, et Adria, vous allez faire circuler les micros. Le temps que vous mettez en place, ils sont là, les micros. Voilà, je vous propose une première série de questions et puis une première série de réponses d'Olivier. En tout cas, je vous remercie vraiment. C'était très, très éclairant. Pour nous, c'était un sujet important qu'on voulait traiter avec vous aujourd'hui. Il faut souvent commencer par là, voir toutes les images qui s'accrochent au sujet, qui s'accrochent aux personnes, pour en prendre conscience. Tu as dit c'est une forme de biais cognitif. Comme un biais cognitif, il a une histoire, il s'est construit, c'est pas pour rien. On ne va pas l'enlever du jour au lendemain, il faut juste en prendre conscience et voir comment ça agit dans le travail que vous conduisez. J'ai vu une main qui s'est levée ici, une autre là-bas, il y a beaucoup de questions. On les prendra toutes. On se donne à peu près une demi-heure d'échange. Monsieur, vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez vous lever et vous présenter également. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis Ibnou Diop, je suis directeur de territoire à Emmaüs Solidarité. Donc, nous sommes impliqués dans la stratégie donc, dans le Val-de-Marne, où nous avons depuis quelques années une équipe de maraudes qui intervient dans les bidonvilles au niveau de la ville de Ivry-sur-Seine, Villejuif, Vitry et très récemment à Bonneuil-sur-Marne. D'abord, je salue cette initiative de proposer une journée nationale qui permet de confronter des regards, d'interroger quelques façons de faire, etc. Premièrement, je salue vraiment le propos de Madame Sutre qui apporte un éclairage très intéressant qui vient nous aider, nous acteurs, dans le cadre de cette stratégie-là, nous aider dans une approche de ces populations-là qui sont aussi porteurs de certains stéréotypes, de certains clichés, etc., qui peuvent rendre complexes les modes d'intervention auprès de ces populations. Ce propos a été complété par celui de M. Perroux. Et donc, l'initiative de la DIAL, en tout cas, nous apporte la preuve qu'il y a une préoccupation commune de s'intéresser à cette situation de population qui sont mises un peu à la marge d'une société qui, je pense, ne peut pas fonctionner dans cette organisation de laisser pour compte certaines populations. C'est-à-dire que monsieur Mathieu de la DIAL. Monsieur Mathieu, oui. Voilà, monsieur Mathieu disait qu'une société qui accepte ce fonctionnement avec des habitats indignes pour des personnes humaines, c'est une société qui est tirée vers le bas. Et je pense qu'ensemble, on est là aussi pour permettre que des actions publiques soient conduites avec des acteurs associatifs très impliqués, à la fois à travers des projets associatifs, mais aussi dans l'application du droit et du respect dû à toute personne humaine. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, monsieur. Vous avez déjà le micro. Très bien. C'est à vous. On m'entend ou pas? Ça marche? Oui, allez-y. Il faut parler assez près du micro. Bonjour, moi je m'appelle Elassim Moussam. Je suis responsable d'antenne dans le 93 pour Assina. J'aurais eu deux questions. Une plutôt de sciences sociales et une plus disons, politique. La question de sciences sociales, c'était moi ce que j'avais plutôt étudié sur la génération et la mise en place des papiers d'identité. C'est qu'il y avait quand même une question à proprement parler
policière et de contrôle social, notamment de la main-d'œuvre ouvrière, et que donc, du coup, il fallait plutôt lier. Enfin, il y avait à la fois une dimension de contrôle des étrangers. Enfin, je pense notamment aux travaux de Piazza et de Noirayel sur la question de contrôle d'un côté des étrangers et de contrôle de la main-d'œuvre ouvrière pour les désordres qu'elle pouvait produire potentiellement, et que donc du coup il fallait plutôt replacer l'émergence de ces titres et des contrôles dans cette dimension-là. Donc ce que je voulais savoir, c'est quel lien vous faisiez justement par exemple entre le livret ouvrier et ces papiers d'identité. Ma deuxième question, c'était comme on a parlé beaucoup de biais culturalistes. Moi, ma question, a fortiori au regard de ce que vous avez dit, c'est qui les produit. Et on voit bien quand même que, à un moment donné, il y a quand même des politiques publiques, parce que bon, les refus de domiciliation, les refus de scolarisation et les relégations qui ensuite produisent les phénomènes que vous décrivez, ils sont quand même le fait d'acteurs publics qui et donc nous, en tant qu'acteurs, travailleurs sociaux et acteurs de terrain, on doit réfléchir à nos façons de faire et de travailler. Mais l'État doit aussi produire les conditions de possibilité qui font que peut-être une partie de ces personnes, justement, comme vous avez dit à la fin, ne doivent plus passer par nous. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Oui, monsieur, vous avez la parole. Oui, bonjour, Vincent, anciennement médiateur scolaire à École et Famille et nouvellement arrivé sur les marronnes mixtes dans le Val d'Oise, à l'Advogue. Ma question était plutôt pour Madame Sutre. En fait, deux questions. La première, je l'ai bien entendue et j'avais déjà entendu cette histoire de l'origine du sous-continent indien, historique vraiment très lointaine, de ces populations, et vous l'avez présenté comme une théorie, à savoir avec l'idée que ça vient de la linguistique et que donc c'est le romanesque ayant des bases linguistiques, je ne sais plus lesquelles, machin, mais donc la question c'est quelle est la controverse, quels sont les contre-arguments, si c'est une théorie, qu'est-ce qui vient contredire cette théorie-là? Je serais vraiment intéressé de comprendre un peu plus ça. Et ma deuxième question, c'était donc super intéressant les apports historiques que vous avez montrés à partir du 19e siècle sur la migration des populations vers les pays d'Europe, de la communauté européenne actuelle. La question que j'avais, c'était quelles sont, du point de vue des populations, les origines, les raisons de leur migration? Parce que vous nous avez bien montré, ils ont un savoir-faire, par exemple, en chaudronnerie, mettons. Est-ce qu'ils n'arrivaient pas économiquement à s'en sortir à l'endroit, à la zone d'origine? Est-ce qu'ils étaient déjà victimes d'antiziganisme et de racisme là-bas, ce qui explique qu'ils ont migré? Voilà, c'était mes deux questions. Merci beaucoup. On reprend une question. Oui, madame. Salomé, tu regardes aussi de ce côté-là. Et puis après, peut-être que je vous propose de répondre à ces premières questions. Bonjour, Liliana Barnier, bénévole chez Médecins du Monde. J'avais une question pour M. Peyrou. Est-ce que les pouvoirs publics roumains présents en France sont impliqués? Parce que vous venez de dire que 80% de la population des bidonvilles est rome, d'origine roumaine. Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que l'ambassade roumaine participe? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que... Voilà. Merci. Je vous propose de répondre à ces quelques premières questions. Oui. Olivier, Adèle. Dans l'ordre. Sur les papiers d'identité, j'ai eu, moi, sur les papiers d'identité, sur des contre-théories aussi par rapport à cette question de la migration indienne. Moi aussi, une question que je me suis posée, d'ailleurs que j'ai posée à Olivier Peyrou, le pourquoi des origines aussi de la migration de ces populations au 19e. Et pour vous, je crois que c'est à peu près tout. Merci. Alors oui, d'abord la question sur les papiers d'identité.
effectivement, en fait, à la fin du 19e siècle, il y a un souci de surveiller la mobilité des personnes, notamment après la suppression des livrets ouvriers, et l'idée de vouloir mieux contrôler certaines populations qui apparaissent comme étant flottantes et insaisissables parce qu'elles circulent et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus les contrôler. Donc c'est un mouvement complexe, en fait, lié effectivement à une volonté de surveillance de la population ouvrière, entre autres, mais aussi de créer des papiers pour les populations étrangères qui arrivent en France. Et ça, c'est tout au long du début du XXe siècle. En fait, quand la loi de 1912 crée les documents d'identité qui vont être assignés aux personnes identifiées comme nomades, déjà la loi de 1912, sans revenir trop dessus, mais elle crée 3 catégories administratives. Donc il y a plusieurs documents d'identité pour les forains, pour les marchands ambulants et pour les nomades. Et Pierre Piazza a bien montré comment est-ce que ces documents d'identité de la loi de 1912 ont été une sorte de laboratoire, en fait, pour ensuite aboutir à la création de la carte d'identité française en 1940. Mais c'est pas uniquement... Il y a ça, et puis il y a 1926, la carte d'identité pour les étrangers. Donc en fait, c'est des jalons dans l'histoire qui, petit à petit, liés aussi au développement de l'identification policière, des principes mis en place par Alphonse Bertillon à la fin du 19e siècle, où on commence à identifier les personnes. Les principes de Bertillon, au départ, c'est pour les criminels récidivistes. L'idée, c'est de pouvoir identifier quelqu'un, et notamment les récidivistes, de pouvoir, parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas forcément identifier les personnes. Donc ça, c'est aussi lié au développement de la photographie. Et notamment, c'est intéressant de voir pour le développement de la photographie qui sert à l'identification des personnes. Et ensuite, on a des photographies aujourd'hui sur nos papiers d'identité. Ça nous paraît évident, mais ce n'était pas si évident que ça à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Quand les brigades mobiles sont créées, par exemple, par Clémenceau, parmi les différentes missions qu'ont les brigades mobiles de surveillance de population, anarchistes par exemple, il y a aussi, à chaque fois qu'ils en ont la possibilité, c'est ce qui est écrit, de photographier et d'identifier les populations nomades, qu'on appelle aussi romanichelles à cette période-là. Et les premières photographies anthropométriques qu'on a d'ailleurs de populations nomades, elles viennent des brigades mobiles dans les années 1908, notamment 1909. Donc on voit comment petit à petit, c'est des petits laboratoires qui se créent sur des populations différentes, mais c'est vrai que les populations dites nomades ont particulièrement été utilisées pour ça, pour aboutir ensuite à un système de papier d'identité appliqué à l'ensemble de la population française. Mais c'est une catégorie, les nomades, une autre catégorie en 26, les étrangers, et puis ça aboutit ensuite à notre carte d'identité en 1940. Je ne sais pas si j'ai... C'est vrai que je n'avais pas eu le temps de plus développer. Et alors, pour la question de l'origine indienne, merci pour la question, parce que je ne voudrais pas du tout que ce que j'ai dit soit mal interprété. Et je ne remets pas du tout en cause l'origine indienne de la langue, effectivement. Donc, je préfère pouvoir le redire. Il y a des personnes dans la salle qui sont mieux placées que moi pour l'expliquer d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des recherches en linguistique qui sont très développées et justement passionnantes et qui permettent de montrer les liens d'un point de vue linguistique. Ce qui est, je pense, regrettable, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Les historiens ne se sont pas vraiment emparés de ce sujet. Et donc, il n'y a pas vraiment de recherche en histoire solide pour corroborer justement l'analyse linguistique. Et je pense que c'est dans l'articulation de ces disciplines qu'on pourrait vraiment pouvoir présenter une théorie, quelque chose qui soit plus solide d'un point de vue historique. Ce que je voulais dire, c'est que 2 choses. D'abord, il y a effectivement plusieurs théories sur les formes qu'aurait pris cette migration d'Inde vers l'Europe. Et c'est pour ça que j'ai montré cette carte, parce qu'elle vous montre 2 exemples de théories différentes, notamment parce qu'il y a des théories différentes sur l'origine des populations en Inde qui seraient venues. Ce que je voulais juste dire, c'est que d'un point de vue historique, l'idée d'une migration linéaire, d'un groupe compact, d'un point A à un point B, qui serait arrivé comme ça tous ensemble, ça ne tient pas à la route, historiquement. Et donc c'est plus complexe. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est juste c'est plus complexe. Et c'est là qu'on manque d'outils et de recherche en histoire pour pouvoir vraiment documenter et comprendre la complexité de cette trajectoire-là. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire en parlant de la question de l'origine indienne, c'est qu'elle est souvent utilisée pour justement enlever toute
tout crédit lié à l'enracinement historique et territorial des populations, puisque en faisant des raccourcis, oui, ils sont origines d'Inde, ils sont indiens, c'est pas des Européens. Et en fait, ils sont dispersés comme ça sur toute l'Europe, à travers le monde, mais ils n'ont pas vraiment un territoire. Et le risque de ça politiquement, c'est qu'ensuite, c'est facile, dans des dérives extrémistes, de justement les déterritorialiser et en allant vraiment très loin, mais de les expliquer en disant, mais en fait, ils viennent pas d'ici, ce sont ce qui est utilisé par certains chercheurs, des éternels étrangers, alors qu'en fait, et là, historiquement, quand on regarde leur présence en Europe, on voit qu'ils sont présents dans des territoires depuis des siècles et des siècles. Et donc, c'était ça, c'était l'utilisation, c'est ce que je voulais pointer, l'utilisation de l'origine indienne comme un argument pour dire, oui, mais en fait, ils sont étrangers, ils sont indiens, ils ne sont pas vraiment européens. Voilà. Merci. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Il y avait les raisons de la migration. Ah oui, pardon, les raisons de la migration. Sinon, si on veut alterner, non, très bien, allez-y. Et pour les raisons de la migration, je peux répondre en partie parce que c'est aussi des recherches en cours et que tout n'est pas totalement connu encore. Il y a vraiment un moment dans les années 1860-70, il y a vraiment ce moment-là de circulation importante de groupes qui vont élargir en fait l'horizon de leur circulation. Et ça, c'est attesté. Pourquoi est-ce qu'il y a ce moment-là? Il y a des éléments géopolitiques dans les Balkans ou dans l'Empire russe qui expliquent une partie des départs, dans un premier temps, liés à des guerres ou à des changements avec les empires austro-hongrois, russes, ottomans, etc. Par exemple, le groupe de 1886, c'est probablement une des raisons du départ, lié à des conflits locaux, et ils fuient en fait la guerre. Il y a aussi vraiment et c'est pour ça que ces exemples-là peuvent paraître, ce que je vous ai montré, très éloignés des réalités qu'on connaît aujourd'hui. Mais je pense que c'est intéressant pour montrer la diversité et pour réfléchir justement décentrer un petit peu le regard. Mais il y a aussi une volonté d'entrepreneuriat, vraiment, de recherche d'opportunités économiques. Et aussi, c'est des groupes qui, alors ont les moyens financiers de le faire, bien sûr, mais qui développent il y a un désir d'aventure, d'aller plus loin. Et dans la documentation, on voit, ils sont tout le temps en train de chercher où est-ce qu'ils pourraient aller plus loin. Et il y en a même un qui se dit, mais tiens, au Groenland, on n'y est jamais allé, pourquoi pas? Enfin, il y a cette dynamique-là qui n'est pas uniquement guidée par une nécessité économique. Parce que si leur métier, par exemple chaudronnier, artiste, nécessite de se déplacer, ça ne nécessite pas forcément de se déplacer aussi loin. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement circuler pour trouver des nouveaux clients, parce qu'une fois que vous avez tout réparé quelque part, il faut quand même aller plus loin. Mais de là à aller en Australie ou en Argentine, non. Donc là, mais ça participe aussi, et je vais terminer là-dessus, parce qu'on pourrait développer plus, mais c'est aussi à réinscrire dans un contexte de l'époque, fin 19e, début 20e siècle, des grandes migrations européennes. Et en fait, ils s'inscrivent totalement dans ce mouvement-là de départ vers le reste du monde. C'est des opportunités qui s'ouvrent, parce que les transports sont plus faciles, c'est moins cher, c'est un mouvement plus général. Et ils s'inscrivent là-dedans, dans une volonté de développer leurs activités économiques. Et ce qui est intéressant, que je n'ai pas eu le temps de dire, et après j'arrête, c'est aussi que ce ne sont pas des migrations, c'est-à-dire que vous avez vu la famille qui part en Uruguay, au Brésil, etc. C'est aussi des mobilités, disons, circulaires, c'est-à-dire qu'ils partent, mais ils reviennent en Europe. Il y a des retours, et il y en a qui s'ancrent. Il y a une famille, j'ai passé un moment, parce que je n'avais pas forcément le temps, mais qui quitte la Bosnie actuelle pour aller au Pérou, qui reste 20 ans au Pérou entre 1870 et 1890. Ils circulent dans toute l'Amérique latine, ils vont aux États-Unis, et puis au début des années 1910, ils reviennent en Europe, en France, ils vont en Espagne, ils circulent beaucoup entre la France et l'Espagne, et aujourd'hui, ils sont ancrés dans le sud-ouest français, et ils sont toujours là. Donc il y a des mouvements d'aller-retour, des mouvements circulaires aussi, parce qu'il y en a qui repartent ensuite. Et là, peut-être qu'il y a des échos aussi avec ce qui a été présenté par Olivier, de la diversité de ces régimes de circulation et de l'importance des allers-retours qu'on ne voit pas toujours, en fait. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup. Olivier, quelques éléments de réponse aussi aux questions qui te concernent. Oui, tout à fait. Alors, juste du coup, je fais un petit rebond là pour voir comment on peut appliquer finalement ces connaissances historiques. Alors, sur la question de l'identité, j'en ai un tout petit peu parlé pour la Bulgarie, mais c'est sûr que, notamment pour les Roms qu'on appelle turcophones en Bulgarie,
on voit que finalement il y a une forme de marginalisation avec du coup de moins en moins d'écoles mixtes, c'est-à-dire qu'on va avoir que des Roms bulgares turcophones dans une école et ils ne sont pas mélangés avec des Bulgares non roms. Et ça, du coup, ça crée des difficultés linguistiques en langue bulgare, ce qui n'existait pas avant. Et donc, du coup, on crée des étrangers de l'intérieur. C'est-à-dire que là, ça apparaît, voilà, des éléments comme ça, un peu historiques, théoriques et tout, mais on voit que c'est très fragile et que le retournement peut aller très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'ils ne sont plus dans la société, on va mettre en avant leurs origines étrangères. Alors, après, localement, là, c'est plutôt les Turcs, parce que, voilà, on va dire c'était les ennemis quand il y avait l'Empire ottoman, voilà, etc. Et on va les associer à ça, et du coup, on en fait des étrangers de l'intérieur. Donc, en fait, c'est des questions qui peuvent être très concrètes et donc très dangereuses aussi. Et puis oui, sur les circulations du 19e, c'est vrai que c'est vrai pour les Roms, c'est vrai pour les Juifs d'Europe de l'Est. Enfin, en fait, c'est vraiment cette époque, donc ils n'ont pas une spécificité Rome. Et on a ces mêmes migrations circulaires qu'on voit, effectivement, des familles juives qui vont au Texas, qui reviennent en Serbie, et donc, bah voilà, et donc il y avait vraiment ce mouvement-là. Donc là encore, c'est sûr, si on voit le contexte, ils ne sont pas exotiques ou ils n'ont pas des fonctionnements si différents que ça. Donc voilà, alors par rapport aux questions, alors il y avait une question sur les acteurs publics. Alors oui, du coup, sur les acteurs publics, je ne vais pas trop insister parce que bon, je pense que vous connaissez mieux que moi, mais si on fait une petite comparaison en Europe, c'est vrai que ce qui est surprenant par rapport à cet objet bidonville, c'est que grosso modo, les bidonvilles, on les a vus apparaître en Italie et en France, et donc ça, c'est une création de la politique d'accueil ou du non-accueil, si vous voulez. Mais on voit bien que les populations qu'on migrait, oui, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et tout, ne se sont pas installés dans des bidonvilles. Donc on est d'accord, c'est ce que j'essaie de dire, on est plus sur une conséquence d'une politique d'accueil qui n'a pas su, voilà, non seulement pas su accueillir ces populations, mais en fait avec une volonté de se dire, plus ça va être difficile de s'insérer, plus ça va les empêcher de venir. Et donc on est toujours sur cette, alors pour le coup c'est un vrai biais cognitif, cette théorie de l'appel d'air. Ce que je rappelle par rapport à ça, c'est qu'on a l'impression que toute la politique migratoire est pensée au spectre de cet appel d'air. Quand on prend justement toujours la Roumanie ou l'Europe de l'Est en général, donc à partir de 2007, on a une circulation donc qui n'est plus limitée. Cette circulation, ça n'a pas créé du chômage partout dans tous les pays. Et au contraire, on est toujours avec des pénuries de main-d'œuvre, sauf qu'on a même des pénuries de main-d'œuvre maintenant qu'on va trouver donc, en Roumanie, en Pologne, en Serbie, etc. Donc la Roumanie, il y a des accords qui sont passés avec alors, les Philippines, le Bangladesh, pour faire venir des travailleurs, parce que ces travailleurs travaillent à l'ouest, quoi. Et malgré cette circulation des travailleurs, vous voyez, on recherche encore des personnes. Donc dès qu'on met des barrières, ça va créer des phénomènes voilà, où des gens se retrouvent piégés. Alors là, pour le coup, il n'y a rien de culturel. Et on s'aperçoit que finalement, quand ces barrières ne sont pas là, malgré toutes les craintes qu'on peut avoir, c'est une migration qui est relativement invisible, si ce n'est complètement invisible, puisque enfin, la migration, on estime qu'il y a à peu près 4 millions de personnes roumaines qui sont en dehors de la Roumanie, ce qui en fait la plus grosse migration après la Syrie, si vous voulez, en termes de proportion, alors qu'il n'y a pas de conflit. Et tout le monde ne se sent pas envahi, ça n'a pas créé des problèmes socio-économiques par rapport au travail important. Donc oui, et ça, on va voir que c'est l'accès au droit social va créer la même chose, enfin le manque d'accès, etc., etc. Et alors bien sûr, ce lien doit être fait aussi avec la Roumanie, c'est-à-dire que quand on voit qu'en Roumanie, alors là aussi, malheureusement, depuis l'entrée dans l'Union européenne, on voit qu'il y a une augmentation de la déscolarisation en Roumanie. Du coup, ça a des répercussions aussi sur les personnes qui vont venir ici. Donc, on ne peut pas déconnecter les choses. Et je pense qu'il faut s'inscrire vraiment dans un concept de mobilité et plus de migration, puisque la libre circulation, c'est le principe donc des membres de l'Union européenne. Et à partir de là, il faut intégrer le fait qu'on est sur des circulations de personnes pour qu'il puisse y avoir aussi un travail social qui soit aussi en circulation, si vous voulez, en tout cas en correspondance avec la Roumanie. Alors, quand vous parliez de l'ambassade de Roumanie, alors certes, l'ambassade de Roumanie, de temps en temps, organise des choses et tout,
Mais en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est de pouvoir travailler directement avec les services sociaux qui connaissent ces populations. Ça ne peut pas être fait à un niveau central puisqu'ils ne sont pas connus. Et donc, ça a été mis plusieurs fois en place. Enfin, voilà, on a essayé d'être un peu les promoteurs de ce travail-là qui, contrairement à ce qu'on pourrait avoir aussi comme représentation, peut vraiment fonctionner. Il y a vraiment en tout cas, une volonté de coopération de la Roumanie pour que, voilà, quand certaines populations viennent et qu'il y a des difficultés, par exemple en protection de l'enfance, ou des personnes qui font des allers-retours suite à des grossesses précoces et autres, le fait de pouvoir se mettre en contact avec les services sociaux roumains font que pour les deux, on peut vraiment construire, si vous voulez, une politique de protection de l'enfance en travaillant avec ses correspondants roumains, à condition que ce soit à un niveau local, puisqu'il faudra le faire avec des gens qui connaissent ces populations. Et là aussi, le biais cognitif, c'est que souvent on a l'impression, comme tu disais, que c'est des populations qui sont déterritorialisées. En fait, en Roumanie, c'est vraiment... Enfin, c'est pas qu'en Roumanie, mais alors c'est plus fort en Roumanie, parce qu'une partie des populations roms étaient esclaves, donc elles ne pouvaient pas partir comme ça, donc elles étaient ancrées depuis 5 siècles au moins. Et donc, en fait, quand on travaille avec ces services sociaux, on voit qu'elles sont hyper connues. Certaines, en fait, bénéficient ou ont bénéficié d'allocations. Pour ça, elles doivent se présenter pratiquement toutes les semaines devant l'instance sociale pour récupérer leurs allocations. Et donc, en fait, le suivi social, voire le contrôle social, est plus fort en Roumanie, ce qui fait que, en fait, ces populations sont connues. Alors, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On ne va pas faire une enquête sur elles. On va pas... En revanche, ce travail de coopération, finalement, est à développer parce que voilà, l'intérêt de protection de l'enfance, il va se renforcer sur des populations qui vont être en circulation et c'est sans doute le moment le plus difficile, c'est quand on est sur des groupes qui ont en fait donc cette migration pendulaire, donc on pourrait dire une circulation saisonnière entre la France et la Roumanie, ou la Bulgarie ou la Roumanie, et peu importe, et que cette circulation fonctionne avec les enfants. C'est là où, pour le coup, je pense que le rapprochement des services est nécessaire parce que ça va être, du coup, au détriment de la scolarité. Bien sûr, s'ils font 3 mois, en fait, ils vont être scolarisés nulle part. Et donc, là, du coup, c'est vraiment, à mon avis, nécessaire. Il n'y a pas tellement d'autres façons de procéder si on veut vraiment qu'on puisse avoir une scolarisation et un suivi en protection de l'enfance. Je crois que c'est... Merci beaucoup, Olivier. On prend un peu de retard, mais c'est pas grave, on ira déjeuner un peu plus tard, on commencera un peu plus tard, d'autant que l'agenda de l'après-midi a un peu bousculé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Tiens, Adrien, si tu... Salomé, pardon. Ah, ok. Oui, bonjour, Bernard Rollion, donc du Secours catholique dans les Yvelines. Je vais profiter de la présence de Madame Sutre avec ses connaissances historiques, géographiques, pour une question une remarque qui revient souvent quand on parle avec le grand public des Roms. On nous dit ah oui, les gens du voyage. Il y a une confusion entre ces deux populations. Quelque part, il doit y avoir une origine commune. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu voilà, d'où vient cette origine commune? Merci, monsieur. Une autre question? Non, une autre main? Oui, monsieur. Alors, vous avez la parole. Oui, juste, je suis un peu perturbé par ce que vous avez dit, M. Pérou, c'est-à-dire que je reconnais assez bien le travail qu'on mène sur les populations. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? Moi, je vous connais, mais pas tout le monde. Luc Monin, je suis architecte et on travaille sur les problématiques d'habitat des populations tziganes et roms depuis plus de 35 ans sur la région de Toulouse. Et plus spécifiquement sur les populations roms. Donc, on a travaillé avec M. Mathieu en 93 sur les premiers arrivants, donc ça fait un certain temps. Donc, sur ces images de population rom, je me retrouve assez bien dans ce que vous dites. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on a l'impression, à votre discours, que ça représente l'ensemble de la bidonvillisation des populations, tziganes, roms, gens du voyage. Or, c'est bien les populations arrivées récemment qui sont dans votre schéma. Et on trouve des bidonvilles beaucoup plus anciens où cette notion de, effectivement, fluidité, on y passe, mais on ne fait qu'y passer et on va vers une régulation,
est beaucoup moins évidente, puisqu'on trouve aujourd'hui, nous on intervient sur des bidonvilles où on a des générations qui sont nées et renouvelées sur ces mêmes sites-là. Et je crois qu'il faut faire attention. On n'est pas tout à fait sur les mêmes processus et d'ailleurs sur les mêmes démarches de travail, quand bien même ce sont pour autant des bidonvilles. Et je crois que c'est... Alors, le gros, entre guillemets, avantage de l'émergence de ces bidonvilles roms, c'est que ça a permis aussi de reconnaître l'existence de ces autres bidonvilles, mais ils ne sont pas les seuls. Et donc, voilà. Et la façon dont vous l'avez présenté m'a un peu inquiété, parce que j'ai eu un peu cette impression qu'il n'y aurait eu que cela. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire, observation? Oui, monsieur, et puis après, je vous repasse la parole pour les réponses. Bonjour, Vianney Billette, association Une Terre pour tous, donc Seine-et-Marne. En fait, je rebondis sur le commentaire que vient de faire Monsieur Peyrou. En fait, je découvre avec plaisir ces notions d'association, enfin de l'importance d'une association avec des partenaires locaux en Roumanie. Et en fait, je me demandais comment ça se matérialisait. Est-ce qu'il y a déjà un certain nombre de partenariats de ce point de vue-là, et voilà, et comment ça se passe? Merci beaucoup. Adèle, vous souhaitez apporter des éléments de réponse? Oui. Et puis ensuite, Olivier. Oui, donc sur la question sur les dénominations, Rome, gens du voyage, etc. En fait, il y a effectivement beaucoup de confusions qui sont faites. C'est pour ça que j'ai commencé l'intervention en évoquant le terme tzigane qui est utilisé en France. Ses équivalents dans d'autres pays le sont beaucoup moins ou plus du tout, mais en France, on continue encore à l'utiliser. Et j'ai précisé, c'est une construction historique, politique, savante, etc., pour désigner un groupe, mais un groupe avec des populations d'une grande diversité. Diversité par l'ancrage historique ou géographique et les pratiques, en tout cas d'un point de vue, une diversité anthropologique. Ce qui est important, c'est que, en fait, sur ces questions de dénomination et en fait, qui du coup sont des questions aussi d'identité et d'appartenance, il faut distinguer à la fois la façon dont les gens se présentent eux-mêmes, dont ils peuvent être désignés par la société, ou aussi dont ils peuvent être catégorisés d'un point de vue plus administratif. Et ensuite, il y a et en fait, toutes ces catégories-là qui sont créées par les acteurs eux-mêmes, de l'extérieur, se croisent et se recouvrent parfois complètement, parfois de manière imparfaite, se chevauchent. Ça évolue aussi au cours d'une vie, au cours des générations. C'est ce qui rend les choses compliquées et c'est ce qui fait aussi qu'on ne peut pas présenter une carte avec des délimitations bien faites où on pourrait vous dire, alors les Roms, ils sont là, les Manouches sont là, les Gitans, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Parce que les gens d'abord circulent, bougent, se marient entre eux. Enfin, on n'est pas dans des situations d'endogamie extrême. Donc, juste, le terme tzigane, il est très large. Il permet de distinguer des populations, quel que soit l'espace géographique où elles vivent ou la période historique aussi. Les termes changent en fonction des périodes historiques également. Et aussi de parler de personnes qui se définissent différemment. Des gens vont se dire Roms et d'autres vont se dire Manouches, mais il y a la façon dont on se dit et puis la façon dont on se dit pour soi-même et pour les autres. Et ça aussi, ça peut évoluer. Et après, il y a les catégories administratives. Gens du voyage, c'est une catégorie administrative qui hérite directement d'une autre catégorie administrative qui est la catégorie nomade, qui a été créée par la loi de 1912 dont je parlais. La loi de 1912, elle crée 3 catégories administratives pour identifier des personnes qui ont un mode de vie itinérant. Il y a les marchands ambulants qui ont un domicile mais qui font des tournées autour de leur domicile, les forains qui doivent être français et justifier d'une industrie foraine, de certains revenus, et puis les autres qui n'ont pas de domicile fixe et qu'on appelle nomades. Et puis ensuite, dans les années 60, en 69, la loi de 1912 est remplacée par une nouvelle loi, un peu moins contraignante, mais toujours, et les nomades deviennent gens du voyage. Gens du voyage, c'est une catégorie administrative qui regroupe ensuite des gens très différents. Des Manouches peuvent être gens du voyage, et des Roms aussi, s'ils ont une circulation qui fait qu'ils ont besoin d'avoir ces titres-là. Donc les confusions, elles existent évidemment, et elles sont fréquentes, et parfois elles peuvent être aussi...
utilisés politiquement. Et parfois, c'est des vraies confusions aussi. Je ne dis pas que c'est toujours des stratégies. Mais en tout cas, c'est important, je crois, pour s'y retrouver, parce que ça peut parfois, et ça peut paraître très complexe, et ça l'est, de distinguer la façon dont les gens se présentent et la façon dont ils sont identifiés. Et puis les catégories administratives, c'est encore une autre histoire, et ça se chevauche là-dessus. Voilà. Merci Olivier. Tu as soulevé des inquiétudes. Oui. Non, mais très bien. Merci pour votre question, parce que bien sûr, le danger, c'est de trop généraliser. Bon, j'ai accentué mon propos là-dessus. Disons que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été pris assez en considération jusqu'à présent. C'est pour ça que je me suis permis d'accentuer là-dessus. Mais disons qu'il ne faudrait pas avoir une lecture systématique des choses. Alors, ce qu'on voit par rapport à cette présence d'intermédiaires, c'est qu'il va y avoir des contre-stratégies. C'est-à-dire qu'il y a des petits bidonvilles familiaux. Et donc, on voit souvent un éclatement de bidonvilles en des unités plus petites, où là, justement, les gens vont se mettre loin de ces intermédiaires et ne sont pas pris dans un système d'intermédiaires. Ça va entraîner des contre-stratégies. Même à un moment en région parisienne, on voyait des gens carrément qui dormaient sur un matelas parce qu'ils expliquaient qu'en fait, ils ne voulaient pas payer de taxes à l'entrée et autres, et donc ils refusaient d'aller là-dessus et ils préféraient dormir à même la rue. Donc, la question, on ne pourrait pas évaluer combien sont avec des intermédiaires, combien ne le sont pas. Tout ça, c'est assez mouvant. En revanche, c'est si vous avez des personnes, c'est-à-dire que voilà, comme on a un public de praticiens, pardon, j'ai du mal là. Si vous avez des personnes qui se présentent comme intermédiaires, qui expliquent que voilà, ils vont vous accompagner, qui connaissent tout, là, ça doit forcément vous mettre la puce à l'oreille. Il faut mieux avoir ça en tête, si vous voulez, pour ne pas être instrumentalisé, puisque en fait, le fait de l'instrumentaliser, ça va finalement légitimer ces personnes et donc contribuer à ce que des personnes se retrouvent encore davantage bloquées, plutôt que voilà, imaginer que c'est très rare, que c'est machin, et donc avoir une certaine naïveté par rapport à ces personnes-là. C'est pour ça que vous faites bien de poser la question. Donc, sans tout systématiser, dès qu'on a des personnes qui prétendent jouer un rôle, dans ces cas-là, il y a quand même une méfiance à avoir. Et donc, ce qu'on ne peut qu'encourager, c'est d'aller voir chaque famille séparément. Si quand vous le faites, vous n'avez aucun souci, en fait, du coup, on ne va pas voir le mal partout, il n'y a pas de problème. Par contre, si quand vous voyez que vous n'arrivez pas à accéder à certaines familles, pas toutes, là, je pense qu'il ne faut pas avoir de naïveté. Probablement, il y a une raison qui est une raison financière derrière. Et donc, on est sur des formes du coup d'exploitation qu'il faut absolument, pour le coup, creuser et signaler. Donc oui, je crois que c'était essentiellement ça. Et puis donc sur la question sur la Roumanie, alors ça se fait. Bon, je pense que voilà, on pourra peut-être en discuter après à part, parce que du coup, comme on est vraiment sur des coopérations locales, puisqu'on cherche à avoir des personnes qui connaissent ces familles, et du coup, en fait, dans certaines régions, il peut y avoir, il y a des régions avec lesquelles on travaille déjà, d'autres non, et donc tout dépend en fait d'où viennent les personnes en Roumanie que vous suivez. La même chose peut être fait avec la Bulgarie et autres, quoi. Et enfin, je terminerai, ce que j'en ai pas parlé, c'est que aussi donc derrière ces bidonvilles, on commence à voir aussi d'autres populations non européennes qui deviennent plus importantes, puisque finalement ça reste ce premier sas pour les personnes qui n'arrivent pas à accéder aux droits communs. Et donc là aussi, il y a tout un travail, je pense, d'identification et d'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire laisser ces populations dans une forme de marginalité sous prétexte qu'elles n'ont pas les bons papiers, que ci, que ça, ne pas s'occuper de la question de l'école, du suivi social, puisque maintenant, avec ces 20 ans de recul, on sait que finalement, ça ne fait que complexifier les choses. Et c'est vraiment un gâchis, une perte de temps et des souffrances énormes qui sont perpétuées quand on laisse de côté certaines populations. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je crois qu'on peut vous applaudir. C'était vraiment passionnant.